Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette journée de l'ingénieur 2022. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent qu'on a l'habitude de faire une conférence de vulgarisation chaque année à la même époque. Historiquement, cette conférence s'appelait la Journée nationale de l'ingénieur et depuis 2020, elle est devenue la Journée mondiale puisque l'UNESCO a décidé de créer une Journée de l'ingénieur, sachez-le, qui est le 4 mars chaque année. Nous, on a choisi le 3 mars parce que le 4 étant un vendredi, on a pensé qu'on remplirait un peu plus la salle, même si visiblement il y a quelques absents, puisque, sachez-le, nous avons 100 inscrits en présentiel et 100 en distanciel, puisque la conférence est à la fois donnée en présentiel et en distanciel. Merci d'être là. Donc, on a choisi un thème qui, vous l'avez constaté, est forcément d'actualité. D'actualité parce que, bien évidemment, impactant la campagne présidentielle, mais aussi avec ce qui se passe en Europe de l'Est en ce moment. Merci à Didier, je reviendrai tout à l'heure de nous faire le plaisir d'être des nôtres ce soir. Un mot sur l'IESF, pour ceux qui ne nous connaissent pas suffisamment. Donc, notre association ingénieurs et scientifiques de France est une vieille dame, puisque créée au milieu du 19e siècle. Nous regroupons sur la France l'ensemble des ingénieurs sortis de toutes les écoles et scientifiques sortis de la faculté de l'université. Ça représente 1,2 million, pour vous donner un chiffre comme de grandeur. Et je vous encourage les uns les autres à aller sur nos sites, je dis nos sites, le site national, USF, et puis le site USF Pays de la Loire, pour avoir une meilleure connaissance de nos actions. Sachez-le, notre ambition est claire, c'est de représenter les ingénieurs et scientifiques, non seulement en France, mais aussi en Europe et à l'international. Au-delà de ça, de susciter des vocations, parce que je pense que vous suivez l'actualité, vous avez peut-être constaté qu'avec les différentes réformes qu'il y a eu dans l'enseignement, malheureusement, la filière scientifique est un peu touchée, c'est-à-dire qu'il y a moins de jeunes qui viennent naturellement vers ces métiers. C'est vraiment dommage, puisque vous savez aussi, je pense, on manque cruellement d'ingénieurs en France. Donc, nous allons, les uns les autres, dans les collèges et les lycées, susciter des vocations. Voilà une des premières actions. La deuxième, c'est d'organiser des conférences comme celle d'aujourd'hui, guides de vulgarisation, pour faire partager la culture scientifique. Et puis, au-delà de ça, nous avons aussi un rôle important qui est de tenir au niveau national le répertoire à jour. Donc, si vous connaissez un voisin, un ami, une relation de travail, vous ne savez pas nécessairement s'il est ingénieur ou scientifique et quelle école il a fait, c'est simple, vous allez sur le site et vous mettez son nom et vous aurez la réponse. C'est ouvert à tous et il n'y a pas besoin de faire partie de l'association pour avoir cette information. Voilà, sur les Pays de la Loire, je viens vers vous en vous disant on a besoin de vous. Vous, jeunes retraités, vous en activité, vous, élèves ingénieurs, pour aller dans les collèges et lycées, susciter ces vocations. Nous ne sommes jamais assez nombreux, donc c'est simple. Hein. Allez sur notre site, prenez contact et vous serez bien accueillis. Et merci par avance de votre accueil. Alors ce soir, le thème que nous avons choisi traite de la neutralité carbone et puis de l'horizon 2050 pour quelles énergies pour la France dans ces moments où le monde est un peu chahuté. Didier Bény, qui nous fait le choix d'être là ce soir, je le connais depuis longtemps, on a travaillé dans la même entreprise, EDF et plus précisément RTE. Il a été directeur de RTE ici à Nantes, dans l'ouest, pour tout l'ouest de la France, dans les années 2010. A fini sa carrière comme DRH du groupe RTE en région parisienne, est un jeune et beau retraité. Il va nous faire le plaisir de nous présenter toute cette démarche qu'il a travaillée et qui traite de toutes les contributions, on peut le dire comme ça, Didier, qui ont existé
sur ce domaine et pas uniquement, bien évidemment, celle de notre maison qu'on a connue ensemble, RTE. Merci Didier et bonne soirée à tous. Encore plus en fait. Bon, donc je n'ai pas besoin de me présenter, ils vont bien de le faire. Alors, RTE, parce qu'il a été dit, RTE, tout le monde ne connaît pas, c'est le réseau de transport électricité. C'est l'organisme qui est en charge de la gestion du réseau de transport haute et très haute tension. Et donc, j'ai été depuis 2003 jusqu'en 2017, pendant 14 ans, directeur régional à la fois du système, du transport, de la maintenance, et j'ai terminé comme délégué régional de la région nantaise. Par exemple, c'était Bretagne, Pays de Loire, région centre et Poitou-Charentes. Et j'ai terminé à Paris, au siège de la société, comme DRH. Alors, RTE, l'étude que je vais vous présenter ce soir, les résultats de l'étude que je vais vous présenter ce soir, a été réalisée donc par RTE. Pourquoi? C'est à la suite de l'accord de Paris, qui a été retenu alors, au niveau français, mais aussi au niveau européen, ce qu'on a appelé la neutralité carbone en 2050. Vous savez, vous voyez bien qu'actuellement, et je vous montrerai quelques graphiques tout à l'heure, si on parle que l'électricité, ça représente que 25% de l'énergie. Et 75%, vous avez du gaz, du pétrole, quand on va des voitures, à part ceux qui ont des voitures électriques, mais on utilise encore de l'essence. Et donc, pour passer à la neutralité carbone, en 2050, c'est dans moins de 30 ans. Et quand vous voyez le temps qu'il faut pour une politique énergétique, pour faire un parc éolien en mer comme à Saint-Nazaire, appelé l'offre en 2011, mise en service 2022-2023, 11 ans, le nucléaire Flamanville, bon, c'est une tête de série, donc je pense que les clients, mais il faut quand même, si vous regardez le programme ancien, plus ancien, il faut entre 8 et 10 ans ou 12 ans pour le faire. Donc il y a des décisions à prendre très vite pour pouvoir être prêt pour 2050. Alors cette étude a été, vous allez voir un peu, je vous en quelques éléments, a été transmise au gouvernement, parce que c'était la demande du gouvernement en octobre 2021, donc c'est très très récent. Ça a été un sujet parce que, si vous avez lu un peu la presse, beaucoup de candidats à l'élection présidentielle se sont exprimés par rapport à ça. Alors certains disant qu'il y a des points bien, il y a des points moins bien. Vous verrez qu'il y a des scénarios du nucléaire, des scénarios des énergies renouvelables. Vous pouvez imaginer quelle peut être la réaction des différents candidats. Et comme le disait Yvon, on a été rattrapé deux fois. La première, c'était la crise un peu qui avait déjà commencé pétrolière avec les prix de l'essence et du gaz qui avaient augmenté en fin d'année, tout début d'année. Et bien sûr, maintenant, avec les événements tragiques qu'il y a en Ukraine, on voit bien qu'on se pose à la fois des questions de comment faire par rapport à ces énergies fossiles, le gaz, le pétrole, et surtout comment on se prépare pour la suite. Si vous regardez aussi l'actualité, vous avez pu voir, par exemple, que les Allemands se posent beaucoup de questions. Vous allez faire leurs centrales nucléaires, ils dépendent plus de 45% du gaz russe. En France, on est à 17-18%. Donc voilà, cette politique énergétique, elle est importante et il va falloir la décider très rapidement. Et pour terminer, vous verrez la dernière diapo, c'est un extrait du discours du président de la République qui a eu lieu il y a 15 jours, qui donnait déjà les grandes lignes de ce que pourrait être le scénario, parce que là, il y a plusieurs scénarios qu'on peut retenir. Le scénario qui pourrait être retenu pour atteindre cette neutralité carbone. Alors, vous le verrez tout au long de la présentation, les objectifs qui sont fixés, et ça va impacter la vie de tout le monde. Si je prends qu'un seul exemple, vous allez peut-être regarder déjà des sociétés comme Renault, Peugeot ou d'autres, disent en 2035, je ne fais plus de voitures thermiques. Ça veut dire qu'il y aura des voitures électriques, enfin, de nouvelles voitures thermiques. Il y aura toujours des voitures thermiques, mais les nouvelles, ça sera d'électrique. Vous voyez également que les énergies renouvelables, on commence à s'imposer de plus en plus dans le panorama. Se pose la question du nucléaire, se pose la question de l'hydrogène, se pose la question de l'efficacité, des isolations des maisons. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux et j'ai essayé de vous faire une synthèse de tous ces éléments qui ont permis d'arriver à ces scénarios et aux résultats de cette étude. Voilà. Trop vite, je reviens en arrière. Il y a un petit délai de... Ah, voilà. Donc, vous voyez, c'est une étude, et vous allez voir, il y a énormément de paramètres. Il y a plus de 120 ingénieurs qui ont travaillé sur ce sujet depuis la mi-2019, et l'étude a été rendue en octobre 2015. Plus de 2 ans d'études, 120 ingénieurs, et vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai l'ensemble des domaines qui ont été abordés. On peut comprendre que ça a été assez complexe. Donc, la première
chose, c'était donc cet engagement de la France et d'autres pays européens de la neutralité carbone en 2050. Neutralité carbone, c'est lié. C'est moi ou c'est. C'est quand vous mettez le. Voilà. Bon, ça va être compliqué. Ce qui a été retenu, c'est aussi l'évolution climatique, le rapport du GIEC. Vous verrez que le GIEC a sorti un certain nombre de rapports. Pour l'RTE, dans son étude, a retenu une hypothèse médiane avec des scénarios avec ou quelque chose avec un moindre réchauffement climatique ou des scénarios avec un plus grand réchauffement climatique. Le scénario qui a été retenu pour l'étude, c'est entre 2,3 et 2,8 degrés d'augmentation à l'horizon 2050. Le scénario le plus bas, c'est 1,5, le scénario le plus haut, c'est 4,8. Vous voyez, donc on se trouve entre les deux. Et donc ça a été retenu au niveau. Et donc, ça, c'est l'objectif pour pouvoir respecter cet engagement. L'objectif qui a été fixé au niveau français, c'est d'être à neutralité carbone en 2050. Pour réaliser cette étude, il a fallu faire une consultation publique. Ce n'est pas RTE tout seul dans son coin qui va faire ça. Consultation publique, donc tout le monde a pu s'exprimer. Alors, tout le monde, c'est qui tout le monde? J'ai retrouvé ce matin la contribution de l'IESF. Il y a eu, je crois, attendez, je vais la voir dans la diapo suivante. Il y a un petit délai de. C'est pas ton téléphone qui vous commande l'ordinateur. Bon, excusez, il faut la passer à la main. Voilà. Quand je dis les contributions, c'est les 120 organisations représentées. Et ça a représenté 1500 pages de documents. Je l'ai là ici si vous voulez, mais il y a beaucoup d'éléments. L'IESF, donc je disais, a fait une contribution par rapport au scénario proposé. A dit, bon, peut-être que sur l'énergie renouvelable, vous êtes un peu trop optimiste sur le nucléaire, on pourrait faire ça. Sur la consommation, sur la sobriété, chacun y était. EDF, Total, Engie. Après, il y a eu aussi des organisations type Greenpeace, Négawatt, sortir du nucléaire. Il y a eu des collectivités locales, il y a eu des syndicats, la CGT, FO, la CGC ont fait des contributions. Il y a eu l'ADEME qui a fait des contributions, il y a eu France Hydrogène. Enfin, vous voyez, des contributions qui balayent tout le panorama des contributions du possible. Et donc, ça permet, par rapport aux résultats de l'étude, il y a eu une proposition, contribution et des modifications qui ont été faites pour arriver au scénario tel qu'ils ont été retenus. Voilà. Alors voilà, les grands paramètres de l'étude. Ouais, ça détaille un petit peu sur cette diapo. D'abord, l'évolution du climat. Je vous disais tout à l'heure, on a retenu un scénario médian du GIEC, augmentation entre 2,3 et 2,8 degrés. Avec des trajectoires climatiques, je vous montrerai une diapo tout à l'heure, des simulations, que ce soit des vagues de chaleur ou des vagues de froid, entre ce qu'on a connu par le passé et les projections telles qu'on peut les voir sur la base des 20 dernières années entre 2000 et 2020. Et donc ça, la prise en compte aussi d'aléas extrêmes. Et vous verrez par exemple, quand j'ai relu l'étude, quelque chose qui m'a quand même percuté, c'est qu'on a des vagues de chaleur, vous allez voir, qui vont atteindre 25, 30, 35 jours, 40 jours sur certaines simulations telles qu'elles ont été faites. Par contre, les vagues de froid ou ce qu'on a pu connaître, la dernière qui date de 2012, on n'en voit quasiment plus sur l'horizon jusqu'à 2050. Donc, il y a une première partie sur l'évolution du climat. Une deuxième partie sur un cadrage qu'on appelle macroéconomique, sur le PIB, pour l'évolution du PIB, on a pris 1,5%. Évolution démographique, on est entre 68 et 70 millions d'habitants en 2050. Pour rappel, on est à 67, donc c'est une augmentation assez modérée de la population de France. Troisième paramètre, l'évolution de la consommation d'électricité. Donc là, on a été regarder actuellement quelle est la part, par exemple, de l'industrie. Quand on parle sobriété et mode de vie, vous verrez que dans les scénarios, on a été regarder, il y a l'efficacité énergétique. Donc, vous voyez bien ce que ça peut être, c'est on va isoler une maison et tout ça. Puis après, il y a la sobriété, c'est qu'on va plus loin. Au lieu de chauffer à 19 une maison, on la chauffe à 18.
Au lieu d'avoir 80 mètres carrés pour une maison en moyenne, on n'a plus que 70, plus d'habitement collectif, pour avoir moins de consommation d'énergie. Donc ça, c'est différents scénarios qui ont été étudiés avant. L'efficacité énergétique, j'en ai parlé. L'électrification des usages. J'en prends qu'un seul exemple, on y reviendra peut-être un peu plus loin tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure des transports, des véhicules électriques. L'électrification des usages, bon, même si on peut revoir maintenant l'augmentation des ventes de véhicules électriques en France, on a encore 93% des véhicules qui sont thermiques en France. Donc, pour arriver, leur scénario 2050, la valeur qui a été retenue, c'est qu'il y aurait 93% de véhicules électriques, il reste encore 7% d'anciens véhicules thermiques. Ça, c'est pour les véhicules. Alors, quand je parle de véhicules, c'est véhicules de particuliers. Par contre, quand vous allez parler train, poids lourd, avion, là, on va commencer à voir apparaître l'hydrogène, qui sera un gaz qui sera utilisé via des carburants ou biocarburants. Pour vous donner un exemple, les poids lourds et autocars ou autobus à l'horizon 2050 ne représenteraient que 30% en électricité. Le reste, ce serait de l'hydrogène. Vous voyez, il y a quand même des modifications assez importantes. Le recours à l'hydrogène, je viens d'évoquer, on verra tout à l'heure que le recours à l'hydrogène pourra être intéressant dans le cas de scénarios avec beaucoup d'énergie renouvelable. Parce que quand vous avez beaucoup d'électricité, vous pouvez faire l'électrolyse, ça fait de l'hydrogène, vous pouvez le stocker, et ça peut faire soit du biogaz derrière, soit on peut faire du power to gas to power, c'est-à-dire avec le gaz tel qu'il a été fait, refaire l'électricité si on a besoin, par exemple, de flexibilité. Ça, c'est le troisième paramètre. Le quatrième paramètre, c'est la production d'électricité. Les premiers réacteurs nucléaires qui ont été mis en France, bon, Fessenheim, il a été arrêté, c'était 76, après vous attaquez le budget 78, on est en 2022, vous faites le compte, ça fait 44 ans. Donc, on avait des durées de vie qui étaient à 40, il y a des dossiers qui ont été déposés pour jusqu'à 50 ans, mais on a fait notre parc nucléaire en moins de 20 ans, donc vous voyez bien que derrière, ça va arriver très vite. Donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux réacteurs nucléaires existants? Après, vous avez le développement du nouveau nucléaire. Nouveau nucléaire, donc la tête de pont, c'était Flamanville, mais en fait, ce n'est pas Flamanville qui va servir pour les futurs nucléaires, c'est ce qu'on appelle l'EPR2. Ça sera encore une version améliorée de l'EPR tel qu'il a été fait. Vous verrez également, alors pour ceux qui suivent un peu cette actualité, on a parlé de SMR, de Small Modular Reactor. C'est des petits réacteurs, un peu ceux qu'on peut mettre dans le porte-avions Charles de Gaulle ou dans les sous-marins nucléaires, des petits réacteurs qui peuvent faire 100, 150, 200 mégawatts. Il y a un article dans la presse où il y avait, je ne sais plus, un conseiller régional qui avait demandé dans les points coordonnées quand la centrale au charbon serait terminée parce qu'il y a la place, il y a le réseau et tout ce qu'il faut. Alors, je ne sais pas si ça se fera, mais bon. Ça, c'est aussi le développement du niveau nucléaire. Et bien sûr, et c'est important, la production d'énergie renouvelable. Alors, quand on parle de production d'énergie renouvelable, vous verrez dans la présentation des études et tout ce qui a été retenu, c'est de l'éolien terrestre, c'est du photovoltaïque et c'est de l'éolien en mer. C'est vraiment les trois grandes composantes. Alors, en développement, bien sûr, il y a l'hydraulique. L'hydraulique, le problème, c'est que l'hydraulique, on a tout utilisé en France, que ce soit l'hydraulique production au fil de l'eau, sur le Rhône, sur le Rhin, que ce soit les barrages dans les Alpes, les Pyrénées, Massif central, que ce soit, j'allais dire, l'usine marémotrice de la Rance, enfin, tout ce qu'on pouvait utiliser en France a été utilisé. Et le développement, on pourrait mettre du suréquipement sur les sites existants, mais ça représenterait très très peu en termes de volume. Et puis aller construire un barrage dans les Alpes ou dans les Pyrénées, vous imaginez que ça va être un peu compliqué à faire de nos jours. Après, on a un autre paramètre qui est important, c'est le moyen de flexibilité. Alors, vous êtes ingénieurs, vous savez que les énergies renouvelables, pour beaucoup d'entre elles, sont intermittentes. Quand il y a du soleil, il y a de l'électricité. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y en a plus. Quand il y a du vent, il y a de l'électricité. Quand il y a plus de vent, il n'y en a plus. Et ainsi de suite. Alors, des fois, vous pouvez vous retrouver avec plein d'énergie s'il y a du vent et du soleil dans une journée, plein d'énergie, plein d'électricité. Et puis, vous allez vous retrouver la nuit, il n'y a plus de soleil, le vent est tombé, il n'y a plus d'électricité. Donc, on aura besoin de flexibilité. Alors, ça peut se faire soit par le développement des interconnexions, c'est-à-dire si on a beaucoup d'énergie, eh ben, peut-être qu'on a beaucoup d'énergie en France, ce n'est pas le cas des Italiens, ce n'est pas le cas des Espagnols, ce n'est pas le cas des Allemands, et à ce moment-là, on exporte l'électricité. A contrario, là, je pourrais vous les entrer, il y a une application qui s'appelle Economics, où vous avez en temps réel des échanges entre les différents Européens. Vous voyez souvent, quand les Allemands ont beaucoup de solaire et beaucoup d'éolien, quand il y a du vent et du soleil en Allemagne, vous voyez l'électricité qui n'est pas chère arriver vers la France. Donc ça, le développement des interconnexions, c'est un élément très important, la flexibilité de la demande. Alors ça, c'est aussi, je vous disais tout à l'heure, bon, s'il manque d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut en acheter à l'étranger, il y a la possibilité,
c'est d'effacer de la consommation. On va dire, par exemple, ceux qui ont des moyens de stockage, les cimentiers et tout ça, pendant 2 heures, 3 heures, ils s'arrêtent. Ils ont du stock dans leur silo et tout ça. Ils ne consomment pas et ils se rattrapent après quand l'énergie est devenue abondante ou moins chère pour pouvoir faire. Donc, on peut jouer sur la demande d'électricité. Ça s'appelle des effacements, il y a des industriels et on paye les gens pour faire ça. Ça existe déjà maintenant. Avec des scénarios avec beaucoup d'énergie renouvelable, il faudra forcément développer ce type de flexibilité. Et après, il faut regarder la compétitivité. Donc, on peut faire l'effacement, on peut faire l'exportation, on peut faire, même si pour l'instant, ce n'est pas encore développé d'un point de vue industriel, c'est du stockage d'électricité. Les plus grosses batteries de stockage que vous avez en France, c'est de l'ordre de 10 à 12 mégawatts. 12 mégawatts. On pourra, quand on aura de l'hydrogène, qui sera fait de manière assez conséquente, avec du stockage d'hydrogène, à ce moment-là, on pourra alimenter, vous avez une centrale qui fonctionne au gaz, un moteur de Bretagne, une centrale Engie, avec du gaz naturel, vous pouvez mettre ça avec de l'hydrogène, et ça fait 300 mégawatts ou 400 mégawatts que vous pouvez avoir en 5 minutes sur le réseau. Donc, il faut regarder aussi quelle meilleure solution en termes de flexibilité. Après, et là c'est assez simple, c'est que vont faire les autres pays européens. Actuellement, on a à peu près une vingtaine de gigawatts d'interconnexion. Vous allez voir la projection, c'est d'en avoir 40. On va doubler l'interconnexion. Pour vous donner un seul chiffre, parce que là, vous allez avoir beaucoup, s'il y a trop de chiffres, vous levez la main, et puis je vais en mettre. Ce soir, en France, on est à peu près à 65 000 mégawatts, 65 gigawatts. À ce soir, c'était à 18h30, on était à 65 gigawatts. Et vas-y, tu me donnes le dernier chiffre, si tu veux l'avoir. Vous voyez que quand on parle de le record, le maximum d'exportation qu'on a fait, c'est 18, ce qui représente quand même pas loin de 25% de la consommation française. Et on a importé 12. Donc c'est très important de savoir ce qui va se passer dans les autres pays européens. Je vous ai dit tout à l'heure, en ce moment, quand il y a du soleil et du vent en Allemagne, on importe de l'électricité, eux, ils en exportent. En fonction des scénarios, en fonction des politiques énergétiques qui vont être dans ces pays, ça peut avoir un impact sur la France. Bon, vous voyez tout de suite, c'est qu'on a pris comme hypothèse que la transition était réussie dans tous les pays européens. Je vous disais tout à l'heure, l'accord de Paris concerne bien sûr le monde entier, mais pour ce qui est l'électricité, bon, on ne va pas la livrer en Chine, aux États-Unis ni rien, c'est le continent européen qui est interconnecté et tous les pays européens ont le même objectif de passer à la neutralité carbone. Donc tout le monde va aller vers cette neutralité carbone et donc le développement des ENR. On verra qu'en France, on a quand même une particularité avec notre nucléaire. Et après, qu'est-ce qu'il fallait encore comme autre paramètre? C'est le coût. Parce que vous allez me dire, il faut regarder quand même, est-ce qu'il y a plusieurs scénarios? Il faut mettre le coût, combien ça va coûter sur la table. Et vous verrez, sur les 6 scénarios qui ont été retenus, vous allez avoir le coût. Et alors, le coût, et deuxièmement, est-ce que c'est supportable? Quel sera l'impact sur la facture de monsieur et madame tout le monde? Parce que ça aussi, ça va être important de pouvoir. Donc, on a retenu, on a demandé à tous les producteurs quels étaient les coûts unitaires de production, combien vaut un kilowattheure nucléaire, combien vaut un kilowattheure éolien, combien vaut un kilowattheure de photovoltaïque, les coûts unitaires des actifs de production, bon, les taux d'actualisation, parce que quand on fait des investissements, quand c'est pour 40 ans, 50 ans, vous avez besoin d'un taux d'actualisation, et bien sûr, le coût du capital, à quel taux vous pouvez emprunter pour réaliser ces investissements. Donc voilà tous les paramètres. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres qui ont été retenus pour cette étude. Bon, et à droite, vous avez la référence. Comme vous avez déjà dit, on a pris la référence moyenne pour le GIEC. On a retenu 1,3% de PIB, 69 millions, voilà, vous avez dit entre 68 et 70. Bon, on a pris 69 millions d'habitants en 2050. L'industrie manufacturière, ça représenterait 10% du PIB. La production d'électricité, bon, ça dépendra de chaque scénario, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Un doublement des interconnexions. Il y a déjà des projets qui ont été lancés. Par exemple, il y a le projet entre la France et l'Irlande, entre Brest et Cork, en Irlande. Il va y avoir 2 nouvelles lignes entre la France et l'Angleterre. Il y a une ligne entre la France et l'Italie qui est en construction, là, ce qu'on appelle Savoie-Piémont ou Chambéry-Turin. Et il y a également une nouvelle ligne d'interconnexion entre la France et l'Espagne qui passera Bordeaux-Bilbao et qui passera pour partie en mer et pour partie en mer. Pour la transition, je l'ai évoqué, les coûts du capital, vous voyez, on a retenu 4%. Avec des scénarios, on a été regardé s'il était à 1%, 7%, quel impact ça pouvait avoir. Donc voilà tous les paramètres qui ont été retenus pour cette étude. Toujours mal. Ah voilà. Bon, alors,
la publication, alors tout ce que je vous présente ce soir, c'est sur le site internet de RTE et vous pouvez, ou sur le site du ministère de la Transition énergétique. Par exemple, le bouquin à la droite, le futur énergétique 2050, bon, moi j'ai pu l'avoir, mais on peut le télécharger. Et l'étude qui est à côté. Pardon? Ah, mais le micro? Pardon, excusez-moi. Et le futur énergétique, c'est un rapport de 620 pages, où vous avez tout le détail de toutes les études. Bon, même moi, je ne l'ai pas lu en entier, parce que c'est d'abord, il faut comprendre tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a des trucs assez pointus. Quand il y a 120 ingénieurs qui travaillent dedans, avoir la connaissance de 100 ingénieurs sur tous les sujets, c'est compliqué. Donc voilà, le contenu de la publication, c'est focalisé sur 4 thématiques. La première, c'est sur l'aspect technique. Deuxième, c'est sur l'aspect économique. Je vous en ai déjà touché un mot tout à l'heure. Un troisième, c'est sur l'aspect environnemental. Vous verrez que sur les différents scénarios, on a regardé combien de mâts d'éolien, si on va, actuellement on en a 10 000, est-ce qu'on en aura 20 000, 30 000, 40 000 mâts d'éolien. Sur la surface au sol pour le solaire, combien de milliers d'hectares, qu'est-ce que ça va représenter? Donc cet impact environnemental, parce que vous devez bien comprendre qu'on a changé un peu, ou on va changer, même si on est en train de changer, un peu au niveau électricité en France. Avant, on a des grosses centrales du réseau, et donc c'était dans, par exemple, les centrales nucléaires, il y avait un endroit. Pour avoir la même puissance avec des éoliennes et tout ça, on va tapisser d'éoliennes, on va mettre plein de... Et donc, ça se voit derrière, alors qu'avant, ça ne se voyait pas. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, vous voyez, vous devez savoir aussi qu'il y a un certain nombre d'oppositions, alors que ce soit sur l'éolien terrestre, bon, ça, c'est le plus récent et le plus connu, mais même sur les parcs éoliens en mer, pourtant, ils sont à 12, 20, 30 km. Bon, Saint-Nazaire, ça se passe à peu près bien, mais à Saint-Brieuc, vous êtes voir avec les pêcheurs, c'était compliqué. À Milieu de Normoutier également. Il y a un projet de ferme pilote à Groix, de l'éolien flottant, je vous en dirai un mot après. Donc ça se voit maintenant. Et donc, ça entraîne des difficultés ou d'acceptation d'un point de vue environnemental. Je ne bouge pas. Et le quatrième, donc, c'est l'aspect sociétal. Là, quand on aborde tout à l'heure les aspects de sobriété, je vous ai donné quelques exemples sur la température des logements, mais quelque chose, et on l'a vu pendant le confinement avec la pandémie, les aspects télétravail, l'aspect sobriété, jusqu'où on est prêt à aller, parce que ça peut aller jusqu'à ce que vous mangez, les produits transformés, tout ça, ça peut aller très loin si on veut faire de la sobriété. Et puis la flexibilité des usages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à un moment de dire on consomme moins parce qu'on n'a pas assez d'électricité produite pour pouvoir couvrir la consommation. Peut-être se tourner vers l'ordinateur pour la pilotage. Oui. Alors, le modèle utilisé sur les références climatiques, donc on a été prendre, bien sûr, les références de 2000, c'est tout ce qu'on avait observé depuis les 50 dernières années, et on a fait des projections avec les scénarios retenus par le GIEC. C'est notre micro, peut-être. Ah bah oui, tiens. Allô? Non. Vous l'avez coupé. Vous l'avez coupé, voilà. Je disais oui, et donc des projections en termes de température, d'aléas climatiques, que ce soit en vague de chaleur ou en vague de froid. Deuxième élément en termes d'hypothèse, en France et en Europe, c'est la chronique de la disponibilité des moyens de production. Je vous donne un exemple. Sur l'éolien terrestre, on a des chroniques, on sait que les éoliennes fonctionnent à peu près entre 23, 24, 25, 26% dans les meilleures régions à pleine puissance sur une année. L'éolien en mer, c'est plutôt 40, 42, 44. Le nucléaire, avant, était à plus de 80%. Compte tenu des durées d'arrêt qui sont plus longues, il est passé à 75%, 72%. Donc, il a fallu sortir par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé et les projections qui sont faites, quelles sont les chroniques de disponibilité de tous les moyens. Après, production d'énergie renouvelable. Bon, je viens d'évoquer pour le solaire. Le solaire, vous savez combien de temps ça produit en pleine puissance sur une année? 12%, 13%, à pleine puissance.
Vous voyez, donc, alors, c'est un tout petit peu plus dans le sud. En Pays de la Loire, on ne se défend pas si mal. Il y a un point et demi d'écart avec la région PACA. En Pays de la Loire, un peu moins dans la région du Nord, mais on ne se défend pas trop mal. Après, des chroniques de consommation. Il faut regarder la consommation. Alors, si vous avez déjà vu une courbe de consommation, ça fait ça, c'est-à-dire à minuit, on est à peu près au max, ça descend au creux à 4 heures du matin, ça remonte à quand l'industrie démarre, les gens se lèvent, mettent la machine à café, tout ça, jusqu'à 8h30, 9h, ça baisse tranquillement jusqu'à midi. Après, vous avez le creux de l'après-midi. Et après, le soir, vers 18, 19h. Alors, c'est plus marqué en hiver qu'en été, parce que d'abord, la nuit tombe, donc les gens rentrent les lumières. 2, vers 19h, les gens rentrent chez eux, commencent à faire la popote ou lancer une machine, machine à laver ou machine à la vaisselle. Ça rebaisse un tout petit peu et après, vous voyez apparaître, et ça, c'est spécifique à la France, les tarifs d'heure creuse. Ça démarre vers 22, 23h, vous avez un pic de consommation. Donc, toutes ces chroniques ont été représentées et modélisées. Et après, je vous disais les flexibilités. Quelles sont les flexibilités dont on dépend? Effacement de consommation, stockage, pour l'instant, c'est assez faible, et puis tout ce qui est couplage au niveau européen. L'étude apportée, c'est-à-dire qu'on a été faire la même chose, et vous avez la carte, voilà tous les pays européens qui ont été retenus et pris en compte dans cette étude. Donc, une fois qu'on a fait ces simulations de l'équilibre entre l'offre et les demandes, vous voyez, c'est fait au par heure, c'est fait heure par heure. C'est-à-dire pour chaque simulation, il y a 8760 points et vous continuez. On en a déduit quels sont les besoins réseau. Vous imaginez bien, bon, il y avait des centrales nucléaires, vous avez du réseau, vous voulez remplir les lignes. Maintenant, vous mettez un parc à Lilieu-Lormoutier, un Saint-Nazaire, un Groix, un Lorient, un Saint-Malo et tout ça. Toute l'énergie va être produite en mer. Vous allez avoir besoin de lignes pour évacuer toute l'énergie et l'envoyer, par exemple, en région parisienne. Donc, en fonction des scénarios de production qui sont retenus, il y aura des évolutions. Vous voyez, alors là, c'est représenté un peu. Vous voyez des flèches où l'énergie part non plus par cette fois-ci de Pays de la Loire ou de l'Ouest pour aller vers le centre, région parisienne. Et ensuite, par rapport à ça, donc on a les volumes de réseau, les volumes de flexibilité et les bilans associés, les coûts complets, parce que, encore une fois, l'aspect économique sera important. Si on retient un scénario qui coûte 20 milliards de plus par an, il va falloir le savoir, il va falloir le financer également, quoi. Et dernier point, parce que c'est quand même un des objectifs, un des buts qui a été fixé au niveau français, c'est où on en est des émissions de CO2, quand on parlait de neutralité carbone tout à l'heure. Quelle consommation de matière? J'ai un transparent, vous allez voir, par exemple, sur le cuivre, sur le lithium, sur un certain nombre de matières premières, est-ce qu'il y a des dangers ou pas de dangers? Il faut regarder tout ça. Parce qu'il ne suffit pas de dire, tiens, on ne dépend plus du gaz russe, mais on va dépendre du lithium qui se trouve, je ne sais pas, en Amérique du Sud, par rapport au cuivre qui se trouve dans un autre pays. Et également, les surfaces, j'en ai évoqué un mot tout à l'heure, vous allez voir après les surfaces dont on parle pour le solaire. Quand vous dites que ça représente 3% du territoire français, alors que pour l'instant, ça fait 0,07, 0,8, moins de 0,01%, vous voyez que ça peut avoir un impact toujours en termes d'acceptabilité. Alors, on commence à voir, par exemple, ceux qui sont de la région, si vous allez en haut, au centre Leclerc, vous avez vu, ils ont mis des panneaux photovoltaïques sur les places de parking. On commence à voir ça un peu partout. On voit ça aussi sur des hangars agricoles. On n'a pas encore trop de grands parcs au sol, tel qu'on peut le voir dans le sud-ouest. Les plus grands parcs sont dans le sud-ouest. Il y en a un qui fait 400 mégawatts, c'est l'équivalent de plus de 10 terrains de football, quoi, avec des panneaux qui sont mis au sol, quoi. Donc voilà l'étude telle qu'elle a été faite. Alors on continue. Ah oui, bravo. Alors, je vous ai dit ce qui est important, et c'est le premier élément de l'étude. Alors, ça, c'est la consommation d'énergie en France. C'est ce qu'on consomme. À gauche, c'était en 2020. Voilà la consommation d'énergie en France. Et ce qui est important, alors SNBC, vous allez voir, c'est la stratégie nationale bas carbone. C'est la neutralité carbone 2050, ça veut dire la même chose. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? On consomme 1600 TWh, ça représente 25%. Les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon, même si ça ne représente plus beaucoup en France, ça représente plus de 60%. Et on a un peu d'électricité renouvelable, biomasse, chaleur, dans la répartition. Première hypothèse, et c'est celle-là qui est fondamentale, l'engagement, c'est de baisser de 40%. 40%, c'est énorme, pour arriver de 1600 à 930 TWh. Pour vous donner une idée, 930 TWh d'énergie, c'était la consommation d'énergie en France en 1960.
d'énergie en France en 1960. Et quand vous enlevez les énergies fossiles, donc plus de gaz, plus de fioul, plus de charbon, vous vous retrouvez de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'électricité, vous avez la part ENR qui a augmenté un peu, mais pas tant que ça, parce que là, vous voyez, ça fait à peu près 10 à 10% de 1600, là, ça fait 25%, mais que de 930, donc ça a augmenté un peu. Par contre, vous voyez apparaître toute la partie hydrogène, gaz décarboné, au niveau de l'énergie en 2050. Donc, la première chose, c'est moins 40%. Alors, tout ce que je vous dis, il faut bien, quand vous faites une étude, se fixer un objectif. Là, on s'est fixé 2050. Maintenant, si on fait ça en 2055 ou 2060, c'est pas grave. Le tout, c'est de lancer la machine et qu'on puisse y arriver. Mais les objectifs sont quand même assez importants. C'est pour ça que vous avez pu voir des réactions, alors, je veux dire, des gens plus écologiques et tout ça, en disant on peut encore faire plus. Mais déjà faire 40%, vous regardez ceux qui connaissent un peu le sujet, disent ça assez compliqué. On est en 2022-2050, c'est moins de 30 ans pour baisser de 40%. Et alors, ce qui est surprenant, ce qu'on avait perdu de vue un peu, depuis 10 ans, la consommation d'électricité en France était stable, voire baissait un peu. C'était lié à l'efficacité énergétique. Vous voyez, un frigo avant, il était en catégorie B ou C, il consommait tant. Maintenant, ils sont beaucoup plus performants. Tout ce qu'on peut avoir comme usage, on a fait de l'efficacité. Donc, la consommation d'électricité baissait un peu. Pas beaucoup, mais elle baissait un peu en France. Là, sur le scénario de référence, ça représente une augmentation de 35% d'électricité. Parce que quand vous n'avez plus de fioul, quand vous n'avez plus de gaz, quand vous n'avez plus de charbon, pour faire de l'énergie, qu'est-ce qui reste? Deux choses. L'électricité, pas trois choses, et tout ce qui est partie biomasse et tout ça, ça reste, mais il reste l'électricité et le gaz non carboné, c'est-à-dire de l'hydrogène. Il n'y a pas d'autre chose possible. Oui. Excuse-moi. 55% de 930, c'est quoi par rapport à 645? Les 645, c'est le... Alors, tu vas l'avoir là. Attends, je vais te le mettre tout de suite. Voilà, 640. Alors, je reviendrai après. 645, c'est la trajectoire de référence en électricité. Là, le scénario sobriété à 555, et je vous parlerai après du scénario de réutilisation qui est à 755. Attends, je vais revenir. Donc, ce qu'il faut retenir, 1, baisse de 40% d'énergie. 2, l'augmentation de la production d'électricité. Pourquoi c'est important? Parce qu'il va falloir développer des moyens de production. C'est pour ça que vous entendez parler, il faudra plus de parcs en mer, il faudra plus d'éoliennes, il faudra des centrales nucléaires pour faire l'électricité, parce que c'est ça qu'il va falloir couvrir en termes de besoins en énergie. Avec une deuxième question. Donc la première, 40% d'énergie en moins. Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait avec le nucléaire? Parce que le nucléaire, je vous ai, pour l'instant, on est à 40-50 ans. Vous voyez, les premières centrales, elles ont été mises en 1980. Fessenheim, c'était 76-77, je crois. Donc, il est arrêté. Le suivant, c'est Bugey, ça va être 78-80. On est déjà à 44 ans. On peut aller jusqu'à 50 ans, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et puis après, ça va s'enchaîner. Et vous voyez bien, on est en 2020, et puis on va baisser 14 réacteurs prévus à l'arrêt entre 2020 et 2035. Si on ne fait rien, c'est ce qui va se passer. Et après, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous voyez, alors d'un côté, on dit attention, la production d'origine nucléaire va baisser, voire disparaître. Il faut faire 35% d'électricité en plus. À un moment, ça ne boucle pas tout ça. Donc c'est pour ça l'utilité des scénarios. Mais il y aura des réponses à apporter très vite, très vite sur ce qu'on fait. Vous voyez, on est en 2022. On voit bien que ça commence à baisser ici, là, 2027, 2028. Et des décisions, on ne dit pas, tiens, demain je ferme, j'arrête 14 ans. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut prévoir tout ça. Alors, la consommation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez la répartition telle qu'elle existe actuellement. Le résidentiel, c'est chez vous, c'est vos maisons, c'est tout ça. La partie tertiaire, les bureaux. La partie transport, les trains, les avions, les voitures. L'industrie, l'agriculture. Et après, l'électrolyse, bon, la branche énergie et l'électrolyse. Vous voyez, on est à 480, je crois, le chiffre exact en 2019, pour arriver à 645. Et quand vous regardez, vous voyez bien que la partie résidentielle, ça ne bouge pas tant que ça.
Vous voyez que la partie tertiaire baisse un peu, mais vous voyez apparaître le transport. Alors le transport, on dit ça va faire de l'énergie, les voitures électriques, les trains et tout ça. Donc ça représentera 80 TWh au maximum. Donc par rapport à 645, ça fait quoi? 12, 15%. C'est pas le plus gros et on saura faire. C'est pas. Après, c'est un coût parce qu'il va falloir mettre des bornes pour recharger et tout ça. Mais techniquement, on saura faire. Après, vous voyez aussi la partie industrie. Ça, c'est intéressant. La partie industrie, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est tout ce qui est les fours qui sont au gaz. Alors, au fioul, plus trop. Toutes les modifications, l'électrification des process qui va faire que l'industrie va consommer plus d'électricité. Et après, vous voyez apparaître aussi l'électrolyse qui est inexistante actuellement pour arriver alors à 40, 50 TWh à l'horizon 2050. Alors, qu'est-ce qu'on retient sur la consommation? Il faut agir sur l'efficacité énergétique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour faire 40%, il va falloir être à fond sur l'efficacité énergétique. Vous avez peut-être vu, pour certains, vous voyez, quand vous le louez un logement, si vous êtes en catégorie, alors je ne sais plus les lettres, ça va être E, F, G ou H à la fin, vous ne pourrez pas louer si vous ne faites pas les travaux d'isolation et tout ça. Ça contribue à l'efficacité énergétique. Voir la sobriété, là c'est un choix politique. Bon, ben, il y aura des débats certainement sur est-ce qu'on est prêt. On a bien vu qu'avec la pandémie et le confinement, les gens avaient plutôt envie d'avoir des maisons avec des jardins individuels que de se retrouver avec du collectif pour pouvoir consommer moins d'énergie. Donc, il y aura des questions de société à se poser. La consommation d'énergie va baisser, mais la production d'électricité augmente. Et d'ailleurs, il y a eu des réactions de candidats présidentiels, et c'est quoi augmenter la consommation? Vous êtes fous. Mais attendez, regardez, on baisse quand même de 40%, et c'est pour plus avoir de fioul et de gaz dans l'horizon 2050. Dans le scénario réindustrialisation du pays, ben on va, alors ça avait été annoncé avant même que l'étude sorte, hein, suite à la pandémie, il faut réindustrialiser, il faut réimplanter des industries en France et en Europe. Bon, il faudra électrifier les procédés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais tout ça va bien sûr augmenter la consommation d'électricité, mais va réduire l'empreinte carbone. Et c'est ça qui est important. Alors maintenant, on a parlé de la consommation, mais pour consommer, il faut produire. Donc RTE, dans son étude, a retenu 6 scénarios. Alors des scénarios qu'on appelle M, à très grande proportion d'énergie renouvelable, et des scénarios qu'on appelle N. Alors N comme nucléaire, ça va bien, M comme renouvelable, ça va moins bien. Mais bon, c'est pas grave. Des scénarios N sur le nucléaire. Et pour vous donner, et vous l'avez, le scénario le plus poussé, c'est 100% de l'ENR. C'est le scénario N0 en 2050. Donc vous avez l'éolien en mer, du solaire, de l'éolien terrestre et de l'hydraulique. Ça va en prenant 2 types d'autres ENR, c'est-à-dire où on se focalise sur des grands parcs, où on fait de la répartition diffuse sur le territoire. Et là, on est à 87% de l'ENR. Et puis de l'autre côté, des scénarios où vous redéveloppez du nucléaire, parce que vous voyez bien que dans cette partie-là, on est à 13% de nucléaire dans ces scénarios-là en 2050. Et après, ben, vous montez un peu la part nucléaire, avec du nouveau nucléaire, ça c'est les EPR. Combien on en met, les EPR? Un autre scénario où on va un peu plus loin, on monte à 36. Et un troisième scénario où on monte à 50%. Mais vous voyez que dans tous les cas de figure, les ENR sont toujours à un niveau très important en termes de volume de production d'électricité. Alors voilà, si on prend les 3 premiers scénarios nucléaires, ça, vous savez, c'est important parce que les gens ont posé beaucoup de questions. Alors, les scénarios sont sortis, mais pourquoi on ne fait pas ce qu'on a fait entre 78 et 80 et 2000, quoi, pour faire simple. Et vous avez, pour pointiller, le rythme qu'a fait la France en termes d'installation de centrales nucléaires. Alors, c'était une autre époque, ce n'était pas la même autorité de sûreté, ce n'était pas la même acceptabilité, c'était encore la période, alors c'était la fin des 30 Glorieuses, mais il y avait encore un dynamisme. Et voilà, on l'a fait. On ne pourrait plus le faire maintenant. Plus personne ne pourrait le faire. Et vous avez les 3 scénarios, et vous voyez la montée progressive suivant le scénario. Le premier, c'est la trajectoire basse, c'est on fait 8 EPR entre 2035 et 2050.
Pourquoi ça? C'est-à-dire, si je décide, enfin, pas moi, si le président décide de faire des réacteurs nucléaires, le premier réacteur qui va sortir, c'est pas avant 2035. Vous voyez? Donc, les décisions, il va falloir les prendre très vite. Et d'ailleurs, dans son discours là, de Belfort en février, il a parlé de paires de tranches. Et on commande tout de suite 3 paires de tranches. 2 à Gravelines, 2 à Panly et 2 soit à Tricastin et Bugey. Il va falloir faire un paquet. Et là, c'est pour 6 EPR. Maintenant, si on veut aller sur le scénario N2, c'est 14 EPR entre 2035 et 2050. Alors pourquoi 14? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 16? Pourquoi pas 20? On en a fait 50 dans les années 2000. C'est que techniquement, compte tenu de la structure de l'industrie en France, compte tenu, alors, on a perdu un peu de compétences quand même. Vous avez vu, on a eu quelques difficultés avec Flamanville et tout ça. On ne peut pas techniquement faire plus de 14, et c'est EDF qui le dit. C'est Orano, donc c'est l'ancienne Areva qui le dit. 14, c'est le max du max, et encore en mettant tout le monde, comme le disait Yvon tout à l'heure, en ayant tous les ingénieurs prêts, compétents, diplômés, tout ce qu'il faut pour faire ça. 14, c'est le maximum qu'on peut faire. Et personne en France ne dit qu'on peut faire plus de 14, enfin, personne du métier, excusez-moi. Non, parce qu'il y en a, il y a quelques faucons, il y en a qui disent on peut recommencer. Et le troisième scénario, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir faire encore un peu plus, à ce moment-là, il faut mettre des SMR, des petits. Alors pourquoi on parle de ces SMR? Parce que, vous avez vu, c'est comme sur le Charles de Gaulle ou un sous-marin nucléaire, c'est comme une boîte, on peut l'installer, ça prend beaucoup moins de place, c'est une technologie plus simple, alors c'est beaucoup moins puissant, ça fait, je vous dis, entre 200 et 400 mégawatts. Les EPR tels qu'ils existent là, ils font 1500 mégawatts quand même, hein. Donc c'est quand même des puissances assez importantes. Et donc on est obligé d'avoir ce type pour pouvoir aller chercher le scénario N3. Et donc après, vous avez, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez la part. Vous voyez bien, le solaire représente moins, il représente 22 dans le N1, il représente plus de 13 dans le N3. L'éolien terrestre, c'est celui-là, 17, 16, 13, il ne bouge pas beaucoup. Et idem sur l'éolien en mer. Donc voilà les 3 scénarios du nucléaire en fonction du rythme. Qu'est-ce que va pouvoir faire la France? Comment on va pouvoir construire ces nouvelles centrales? Le plus bas, c'est le minimum qu'on doit faire. Le maximum, c'est en mettant tout à bout pour pouvoir tenir le résultat. Maintenant, les 3 scénarios d'énergie renouvelable, les 3 autres scénarios. Alors, vous avez la part de chaque énergie renouvelable sur les diagrammes. Et je vous ai mis un petit graphique à côté pour dire voilà ce qu'il faut faire par an pour tenir cet objectif en 2050. Exemple, dans le scénario, on va mettre N0, il faut faire entre 6 et 8, 7 gigawatts de solaire tous les ans. 7 gigawatts de solaire tous les ans. Pour l'éolien terrestre, il faut en faire 2, et pour l'éolien en mer, il faut en faire 2. Je vous ai mis, donc vous l'avez suivant les scénarios, le rythme annuel de construction de ces moyens de production. Et je vous ai mis à droite ce qu'ont fait les Italiens, les Espagnols, les Allemands et les Français. Donc ça, c'est leur rythme à eux. Il faut toujours se regarder parce que nous, on est toujours les plus forts et les plus beaux, mais c'est bien de voir ce que font les autres pays européens en termes de construction. Et je vous ai même rajouté le maximum qu'on a pu faire une année en termes de rythme. Par exemple, vous voyez, si je prends l'éolien terrestre, on tourne à 1200, 1300 mégawatts par an. Une année, on a réussi à faire 2000 mégawatts. C'était en 2017. En moyenne, sur la période 2009-2020, voilà où on se trouve. Vous voyez, les Allemands, ils tournent à 2,5. Ils ont réussi à en faire 5 une année en 2017, et ainsi de suite. Sur les parcs en mer, vous voyez, en France, la moyenne, c'est 0, parce qu'on n'en a pas encore fait un depuis qu'on a commencé. Vous voyez, les plus, entre guillemets, pas les plus forts, mais ceux qui ont quand même poussé ce type d'énergie, ce sont les Allemands et les Anglais. Ils tournent actuellement à 1 gigawatt. Bon, ils ont réussi à faire une année un peu plus de 3, ou ici 4 et 3 pour les Hollandais, 4 pour les Anglais. Vous voyez où nous, on doit se trouver. Donc, pourquoi je vous montre ce graphique? C'est que ce sont des objectifs très ambitieux. Il faut toujours regarder ce qu'on est capable de faire, ce qu'ont fait les autres, ce que ça représente en termes de rythme d'investissement. Donc, voilà les 3 scénarios où on monte la part des énergies renouvelables jusqu'à 87, voire 100% dans le scénario N0.
Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce mix énergétique, de cet équilibre entre la production et la consommation? Premièrement, atteindre la neutralité carbone en 2050 est impossible si on ne développe pas des énergies renouvelables. Après, on peut discuter de la part des énergies renouvelables, mais il faudra développer les énergies renouvelables. S'il n'y a pas d'énergie renouvelable, vous avez vu dans le meilleur des scénarios des nucléaires, il va manquer de production. Donc, de toute façon, il faudra développer des énergies renouvelables. Après, si jamais on veut se passer des nouveaux réacteurs nucléaires, vous avez les rythmes qu'il faut faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce que, imaginez bien que si jamais on arrête le gaz, on arrête le pétrole, alors je pense qu'il y aura des réactions, mais si on n'a pas l'équivalent en termes de production d'énergie de l'autre côté, ça va poser un problème. On ne peut pas imaginer d'être en rupture d'énergie en France ou d'électricité, c'est impossible. Donc, vous voyez bien que ça va être une balance entre les deux. Et alors, se passer derrière ce que je dis, ça implique des rythmes de développement plus importants que ce qu'on a constaté dans tous les pays européens. J'avance sur la partie économique. Voilà, ça, ce sont les coûts complets annualisés à l'horizon 2050. Pour chaque scénario, combien ça va coûter par an? Alors, ça prend les coûts complets, ça prend tout. Les investissements, l'exploitation et le démantèlement. Coût complet, vous avez les scénarios. Donc, alors, bien sûr, on a repris les coûts d'une éolienne terrestre, d'une éolienne en mer, d'un panneau photovoltaïque, de la production nucléaire, pour pouvoir faire ces comparaisons. Vous avez bien sûr, vous voyez bien que sur les 3 scénarios, énergie renouvelable, c'est la partie verte, c'est ce qui coûte le plus cher. Vous avez sur les 3 scénarios la part du nucléaire, il faut regarder aussi. Et vous avez aussi ce qui est important, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est que ça va entraîner des coûts du transport et des coûts de distribution également importants. Donc, quand vous regardez sur ces 6 scénarios, quel est le coût annuel pour la France, ça varie entre 59 milliards et 80 milliards. Il y a quand même 20 milliards d'euros d'écart par an entre les 2 scénarios. On sait faire tout ça, mais voilà les coûts que cela va représenter. Donc, construire de nouveaux réacteurs nucléaires est pertinent d'un point de vue économique. Alors, si je reviens, vous avez peut-être vu que ce soit un scénario, il y a peu d'écart hein, entre le scénario N1, c'est 8 réacteurs, scénario N2, 14 réacteurs, scénario N3, 14 plus des SMR, ça varie de 59 à 66, il y a 7 milliards d'écart, c'est un peu plus de 10% d'écart entre les scénarios. Donc, on sait faire et cela permet de conserver un parc d'une 40aine de gigawatts à l'horizon 2050, avec le nucléaire existant. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a une hypothèse où on prolonge au-delà de 60 ans, enfin on va jusqu'à 60 ans sur les réacteurs nucléaires. Donc ça aussi, vous verrez tout à l'heure, il y a des risques. Est-ce que l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, va donner son accord? Qu'est-ce qu'il va demander? On voit bien qu'il y a des réacteurs actuellement qui sont à l'arrêt pour des problèmes de soudure ou de fissure. Donc il y a des enjeux, il y a des incertitudes, il y a des aléas. Alors, les énergies renouvelables électriques sont devenues compétitives. Je vous donne un seul exemple. L'appel d'offres de Saint-Nazaire et de Saint-Brieuc ont tourné à 180 € du mégawattheure. Le dernier, alors il est très particulier, celui de Dunkerque, il est descendu à 50 € du mégawattheure. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, faire un parc à Saint-Nazaire, c'est compliqué parce qu'il y a de la roche, ça descend très vite et l'éolien en mer posé, au-delà de 35-40 mètres, on ne sait plus faire. Il faut passer à du flottant et du flottant, ça coûte encore plus cher. Quand on l'a fait en 2011, c'était des éoliennes de 5 ou 6 mégawatts. C'est ce qu'on va avoir à Saint-Nazaire. Les éoliennes qui vont sortir à Dunkerque sur du 10, du 12 mégawatts. Donc tout de suite, vous avez un effet d'échelle qui fait que c'est beaucoup plus rentable. Troisièmement, en mer du Nord, Dunkerque, les Belges, les Allemands, les Hollandais que je vous montrais tout à l'heure, c'est du sable, c'est à 15 mètres, 18 mètres. Donc quand vous faites un trou pour mettre les fondations, ça va mieux que de mettre ça dans des roches, tel qu'on peut le faire par chez nous. Donc il y a, j'allais dire, un environnement qui se prête mieux à de l'éolien posé en mer du Nord, avec des problèmes quand même, parce que c'est le passage le plus fréquenté en termes de bateaux. Vous imaginez un bateau qui fait un jeu de quilles sur des éoliennes en mer, vous imaginez ce que ça peut donner à l'arrivée. Donc il y a aussi des inconvénients. Mais bon voilà, c'est compétitif et on retrouve des effets d'échelle. Au plus vous allez avoir des grands parcs,
au plus vous allez avoir une électricité qui sera compétitive. On aura besoin de moyens de pilotage. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais au plus vous avez de nerfs, je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure, en fonction du vent, du soleil, de ce qui se passe, il va falloir augmenter notre capacité à piloter la consommation. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup trop d'énergie, il faudra stocker. S'il n'y en a pas assez, il faudra baisser la consommation. Il faudra mettre des batteries. Il faudra avoir du stock de gaz, de l'hydrogène. Et ça, d'autant plus, au moins vous aurez de nucléaire, au plus vous aurez d'énergie renouvelable et au plus il faudra des capacités de flexibilité et de stockage. Et bien sûr, ça coûte. Donc, ça sera plus cher. Et bien sûr, mais ça, c'est RTE, il ne faudra pas oublier de mettre le réseau parce que c'est bien d'avoir des éoliennes, mais s'il n'y a pas de réseau pour évacuer l'énergie ou du photovoltaïque, ça va poser problème. Et le dernier, c'était quoi? J'étais trop vite. Et donc, ce qui est important, vous avez vu, on sait faire, ça a un coût, et c'est un coût qui est possible, alors je ne vais pas dire acceptable parce que là, on commence à mettre des qualificatifs, mais qui est possible en 2050 pour atteindre la neutralité carbone. On saurait faire. Après, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'options. Alors, je vous disais tout à l'heure, quels sont les risques, les aléas, les incertitudes? Et il y en a, donc il faut les avoir en tête. Si vous prenez les scénarios énergie renouvelable, quand c'est très rouge, c'est que l'incertitude associée est forte. Quand c'est rose et épais, c'est que l'incertitude est faible. Vous voyez bien que pour mettre des ENR terrestres, c'est les difficultés qu'on voit maintenant pour mettre des parcs. Donc, l'incertitude est forte. C'est vrai pour les grands parcs, parce que là, il faudra en mettre 40 gigawatts de parcs, ça fait 40 parcs comme ça là-dedans. Donc, vous voyez, vous allez tapisser ça au niveau des mers. Ça va quand même demander de l'acceptation et il faudra faire de l'éolien flottant. Au plus vous avez des nerfs, les incertitudes sont importantes pour tout ce qui est variabilité. Pour le réseau de distribution et pour la stabilité, on voit bien que tout ça, c'est rouge pour le scénario 0 et au plus on va vers un peu moins de NR, ça s'éclaircit un peu. Bon, pour la partie des scénarios nucléaires, ça ne pose pas de problème. Maintenant, quand on regarde au pari lié sur la filière nucléaire, prolonger certains réacteurs jusqu'à 60 ans, dans le scénario N3, ça va être incertitude forte. Mettre en service un grand nombre de nouveaux réacteurs entre 2035 et 2050, incertitude forte, je vous ai montré tout à l'heure. Installer plusieurs gigawatts de petits réacteurs nucléaires, ça c'est que dans le scénario N3, c'est incertitude très forte. Vous voyez, chaque scénario a ses avantages, ses inconvénients, ses aléas, ses difficultés. Et bon, voilà, on les a identifiés. Après, une fois qu'on choisira un scénario, il faudra mettre le paquet pour essayer de lever au maximum ces incertitudes. Je vous montrais tout à l'heure sur la partie des incertitudes liées au climat. Vous avez en bleu, là, en haut, c'est les canicules, en bas, c'est les vagues de froid. Ça, c'est ce qu'on a constaté, les bleus, c'est ce qu'on a constaté sur les chroniques jusqu'en 2000. On vous a mis des points verts pour avoir, pour ceux qui s'en rappellent, la vague de froid de 85 et la vague de froid de 2012 qui étaient les plus importantes. Idem pour les vagues de chaleur, vous avez la canicule de 2003 et la canicule de 2019. Regardez quand même où on se trouve. Ça, c'est les températures extérieures. Vous voyez, on tournait 24-28 degrés. Les canicules, on est monté 30 degrés. Pour des durées la plus longue, ça a duré 18-20 jours, si vous voulez. Et regardez ce que l'on observe dans les simulations sur les différentes. On peut arriver à des vagues de chaleur qui vont durer plus de 2 mois. En température, bon, ça monte à 30, 31, voire 32 degrés. Donc ça, c'est important. Idem pour les vagues de froid. Là, vous avez ce qu'on avait constaté. On était en température journalière en France. Vous voyez, on avait des températures à moins 10, moins 12. La vague de froid de 85, elle avait duré 15 jours et on avait tourné à moins 10 degrés. La vague de froid de 2012, elle avait duré aussi 10-12 jours à moins 6 degrés. Vous voyez en rouge les simulations. 1, ça dure moins longtemps. 2, le froid est moins intense. Et donc, vous regardez, donc on aura pour l'été des canicules plus intenses, donc plus de climatisation, plus de consommation d'électricité. Et pour les vagues de froid, moins de vagues de froid, donc moins de chauffage et donc moins besoin d'énergie. Alors, je vous ai dit aussi tout l'aspect environnemental. Là, je vous ai mis un graphique pour vous montrer ce que ça va représenter les éoliennes et les hectares nécessaires pour mettre du photovoltaïque, du solaire. Vous avez en rouge la situation en 2020.
pour les mâts d'éoliennes terrestres et en milliers d'hectares pour la partie photovoltaïque. Vous voyez, suivant le scénario que vous allez retenir, ben, c'est entre 25 et 35 000 mâts d'éoliennes terrestres sur le territoire. On en est à 9 000 actuellement. D'où question acceptabilité, comment on fait, et ainsi de suite. Vous avez des questions à se poser, incertitude, suivant les scénarios. Alors bien sûr, au plus vous allez aller des scénarios énergie renouvelable, vous êtes au maximum. Si vous mettez un peu plus de nucléaire, ben, ça diminue en termes de nombre de mâts. Idem pour les panneaux photovoltaïques, parce que pour faire des grands parcs, mais ça ne suffit plus de mettre sur les toits des maisons, sur les parkings de centres commerciaux. On retrouve ça sur malheureusement des terrains agricoles qui ne sont plus utilisés, qui sont en jachère, sur des charges, sur des trucs qui ne sont plus utilisés. Mais regardez quand même, ça représente quand même 155 000 à 250 000 hectares, suivant le scénario, utilisés pour mettre des panneaux photovoltaïques. À comparer, c'est 3% de la surface de la France qui va être utilisée pour mettre des panneaux photovoltaïques. C'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, ça, il faut aussi l'avoir en tête quand on va discuter toutes les incertitudes concernant différents scénarios. Alors quand même, une bonne nouvelle, et vous voyez, on était en 2019 à un peu plus de 450 millions de tonnes de CO2 rejetées, enfin, équivalent CO2, et vous voyez avec la production d'électricité, les transports, le chauffage, et ainsi de suite, on arrive à l'horizon 2050 un peu moins de 100. C'est-à-dire on a divisé par 5. Il restera toujours du résiduel, il y aura toujours l'agriculture, il y aura toujours un certain nombre, et ça marchera par des compensations. Mais on aura quand même réussi à diviser par 5 ou 6 en 30 ans le nombre de mégatonnes, de millions de tonnes de CO2 rejetées. Je vous ai mis également un petit transparent. Alors là, voilà dans l'étude, tous les éléments qui ont été retenus en termes de matières premières. Je vous ai parlé tout à l'heure du cuivre, de l'acier, vous pouvez chercher le lithium, le cobalt, et ainsi de suite. Bon, là, on a pris qu'un seul exemple, c'est le cuivre, parce qu'on utilise du cuivre dans le réseau, on utilise du cuivre de partout. Bon, suivant les scénarios, vous regardez, ça représente le trait premier trait 5%, 10% et 1%. Sur le scénario de référence, si on rajoute à la fois les systèmes électriques, donc la flexibilité des réseaux de transport, plus les batteries des véhicules qui seront nécessaires, on arrive à peu près à 100 kilotonnes de cuivre, ce qui représente en France un peu moins de 20% de la consommation de cuivre. Et dans un scénario de sobriété, on arriverait à 80, et donc là, on serait à 12-13% en termes de cuivre. Donc, vous voyez, c'est tout des éléments qu'il faut regarder pour prendre des décisions. Bon, là, j'ai pris le cuivre. Vous avez, si vous le souhaitez, vous allez sur le site Internet et vous avez pour chaque métaux, chaque matière première, ben, les simulations qui ont été réalisées. Alors, en général, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il s'est passé quelque chose aussi il y a peu de temps, c'est qu'on avait dit qu'il faut baisser de 40%, référence 90, en 2030. Lors d'un des derniers sommets européens, ils ont encore augmenté un petit peu la sauce, ils sont passés à 55%. Encore plus volontaire. Donc, ils demandent d'accélérer très rapidement la baisse en termes de rejet de CO2. Et donc, vous avez, dans les différents scénarios, ça c'est ce qu'on a fait en France jusqu'en 2019, et sur les 6 scénarios, où se trouverait-on en 2030? Donc, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il faudra un temps, il y a un temps de... À partir du moment où vous prenez une décision, vous avez le résultat à l'arrivée, vous voyez qu'en 2030, c'est dans 8 ans, on commence à voir un petit peu à décoller, mais on n'en est pas au niveau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça sera un premier problème. Et lié à ça, c'est qu'il faut décider tout de suite. Parce que voilà, la trajectoire sur laquelle on est pour passer à 0 carbone en 2050, c'était cette ligne ici. Donc oui, on a déjà fait des efforts quand même. On était en 1990 à 570 en termes de CO2 en France. En 2020, on était passé à 465, 470. En 2030, on aurait dû être un peu plus de 300 pour arriver quasiment à la neutralité carbone en 2050. Sauf que vous voyez bien que si jamais la décision était prise de passer non plus à moins 40%, mais moins 50%, voilà où on se trouve. Contrario, quelle décision, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir répondre
à cet objectif qui nous est fixé. Et donc, je termine. Voilà ce qu'a dit le président de la République le 10 février. Vous voyez, on est le 4 mars, 5 mars. Il a dit, premièrement, alors là, je l'avais pris parce que je me disais, on est près de la mer, donc ça peut intéresser les marins. 40 gigawatts de parcs éoliens en mer en 2050. Il a dit qu'il faudra doubler la production, ça c'est ce que je vous ai dit, l'augmentation de l'objectif à moins 55% pour doubler d'ici 2030 les énergies renouvelables électriques. Il faudra multiplier par 10 la puissance installée de l'énergie solaire. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on ne pourra pas, pour répondre présent, ne pas développer les énergies renouvelables. Vous avez dit 12-13 ans, vous voyez, lui, il a même dit 15 ans pour construire un réacteur 2022. Moi, j'avais dit 2035, on peut le faire. Bon, aux alentours de 2035. Alors, on est un peu en retard. Il y a un élément qui a été souvent, par tous les porteurs de projets, tous les opérateurs, c'est toutes les difficultés réglementaires. Le lancement de l'appel d'offres sur Saint-Nazaire 2011. On est en 2022, il n'y a toujours pas un kilomètre ou un mégawattheure qui sort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu recours, puis ça s'appelle du recours du recours, et ainsi de suite. Et ça prend un temps fou. 12 ans pour faire un parc. Les Allemands sont à 5 ans. Hein. Nous, on est à 12. Donc, alors, il y a eu des modifications d'un point de vue juridique pour tout ce qui est recours, pour devoir regrouper les recours, il y a des périodes pour les faire, pour essayer d'accélérer. Et voilà, 5 ans il faut 5 ans de procédure pour faire de l'impact solaire. Et il termine en disant, ben voilà, il faut essayer de lever toutes les barrières réglementaires. À partir du moment où vous avez fait la concertation localement que c'est accepté, ce n'est pas parce qu'il y a une association qui est contre. Des fois, il y a Greenpeace ou d'autres qui font des appels, alors qu'ils ne sont pas forcément localement. Si ça a été discuté localement et qu'on a trouvé un accord, ça peut permettre également. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas quelle heure il est, mais j'en resterai là. Voilà. Alors, vous avez eu beaucoup de chiffres, mais bon, j'ai essayé de donner un panorama le plus exhaustif possible de ce qui peut se passer. Tiens. Tu as des questions encore? Bon, attends, je viens juste de finir. Merci. Nicolas Beauquin, ICAM 102. Vous avez, j'ai regardé avec attention les scénarios M, et notamment le scénario M0, où effectivement on a un développement très important des énergies renouvelables. Vous avez mis une barrière sur les scénarios N, sur le développement du nucléaire. 14 EPR. 14 EPR. Oui. A priori, ça ne semble pas poser de problème de passer en toute ENR. Je suis un peu étonné, alors qu'on sait aujourd'hui qu'on n'arrive pas à dépasser même les meilleurs en termes d'accroissement des moyens de production. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quel est le vrai bilan carbone de ce type de scénario, dans la mesure où on sait que les moyens de production sont essentiellement fabriqués à l'étranger, là où on a des productions électriques qui sont fortement carbonées. Et puis, ma dernière question était, il y a une comparaison de coûts que vous présentez entre les différents scénarios. Est-ce que sur les scénarios M est intégré le coût de stockage, puisqu'on est avec des énergies non pilotables? Oui. Alors, je vais peut-être répondre dans l'inverse de vos questions. Pour répondre à la dernière, oui, le stockage a été pris en compte. Et d'ailleurs, on l'a vu sur les transparents, au plus vous avez de l'ENR, au plus il faut de flexibilité. Donc du stockage. Alors je dis, les stockages, enfin stockage ou flexibilité, il n'y a pas que du stockage. Flexibilité, c'est vous jouez sur la consommation. Vous jouez sur les échanges au niveau européen. Si vous n'avez pas assez ou si vous en avez trop, vous envoyez ou vous recevez. Et vous jouez sur le stockage. Alors, le stockage, pour l'instant, je dis, c'est rien du tout. On est à quelques dizaines ou centaines de mégawatts en France. Ça passera par du stockage d'hydrogène et sans en faire, donc de l'électrolyse, stockage d'hydrogène. Et le temps de faire tout ça, on
va se retrouver en 2050. Alors oui, ça a été pris en compte, tous ces aspects stockage, flexibilité. Et la première question, vous dites, c'était sur le scénario M, vous trouvez que c'est un scénario qui n'est pas réaliste parce qu'on est trop ambitieux en termes de... Oui, on se crée des blocages sur les scénarios N, mais pas forcément sur les scénarios M. Oui, alors, c'est pour ça que je vous ai mis aussi quels sont les risques et les incertitudes. À partir du moment, alors, on revient au début, moins de 40% d'énergie, l'électricité augmente de 35%. Voilà, ça c'est la base, c'est incontournable. Maintenant, comment on fait ces 645 TWh? Vous avez tous, il n'y a pas d'autre moyen de faire l'électricité. À partir du moment où vous mettez plus de gaz, plus de fioul, plus de charbon, c'est ce qui existe, du nucléaire ou l'énergie renouvelable. Donc oui, d'ailleurs, ça va pas répondre à votre question, mais on voit bien que ce qu'a dit M. Macron, le président de la République, on est entre un scénario N2 et N1, c'est-à-dire 8 à 14. Les SMR, il faudra peut-être en faire, bon, peut-être, il faudra voir. Et sur l'énergie renouvelable, il a dit aussi, on va trop vite sur l'éolien terrestre. On n'y arrivera pas, les gens ne vont pas accepter. Donc, ce qu'on avait prévu en 2030, il va peut-être falloir le reporter en 2050. Donc, il a déjà donné quelques pistes. Alors, après, il va se passer plein de choses d'ici là. Mais on sent bien que sur l'éolien terrestre, on n'arrivera pas à atteindre, vous voyez, l'éolien terrestre. On l'a fait une année. Sur les scénarios M, il faut faire 2000 MW tous les ans, alors que sur les 10 dernières années, il faut presque doubler. Déjà, c'est compliqué maintenant, et il faut doubler. Donc, on va être un scénario, demander mon avis personnel, ce qui est possible, avec plein de difficultés et tout ça, on risque d'être sur un scénario vu ce qui est dit, vu ce qui est fait, entre alors ça va être le N1 et le N2. Là, je vais reprendre. Voilà, donc on va être entre le N1 et le N2. Ça fait quand même des volumes de NR importants, 63% de NR, voire 74%. Et vous voyez que là, le paquet est mis sur le solaire, il va falloir le faire aussi. Mais on s'oriente, c'est ce qui paraît à la fois en termes économiques, à la fois en termes techniques, en termes d'acceptabilité, en termes de coût. Un scénario entre les deux qui paraît possible avec plein de difficultés. Et c'est ce que je vous ai dit au début. Si vous me demandez vraiment mon avis, on dit 2050, ça va être compliqué 2050. C'est pas grave si c'est 2060, on sera parti. Et une fois que la machine sera lancée, imaginez quand même que dans ce scénario-là, toute l'électricité, toute l'énergie est faite en France. On ne dépend plus du gaz qui vient de n'importe où. On ne dépend plus du fioul qui vient de n'importe où. Je donne un seul exemple, vous avez vu Total, il est devenu Total Énergie. Il vient de concourir aux États-Unis, il a reporté pour 3 gigawatts d'éolien en mer. Depuis qu'ils sont en train de se diversifier, les gens pensent déjà ce qui se passera après le pétrole. Une fois qu'il n'y aura plus de voitures, plus de moyens de transport, plus de pétrole en France, il restera du pétrole pour le plastique, pour l'industrie chimique et tout ça, et pour tout ce qui est transport qui représente quand même un volume important, il n'y en aura plus. Donc on sent bien que les gens se préparent à ça. Donc une fois qu'on a lancé la machine, bon, c'est vrai que c'est ambitieux. Après, encore une fois, je me disais, ça, c'est l'objectif. Si on ne sait pas faire, ben, ça va dériver un peu dans le temps, comme c'est souvent arrivé par le passé. Oui, alors Jean-Claude Morel, moi je suis des arrêts métiers. Voilà, une question sur la durée de vie des réacteurs nucléaires. Bon, il peut y avoir environ 450 à 500 réacteurs nucléaires en service dans le monde. Que font les autres? Alors, les Américains, à un moment donné, avaient dit qu'ils poussaient jusqu'à 60 ans leur PWR. Ils étaient de génération antérieure aux nôtres. Et nous, on fait 30 plus 10 plus. Et là, pourquoi à 40 ans, on arrête Fessenheim? Donc, que font les autres? Et est-ce qu'on peut. Pourquoi faut-il limiter à ce point et passer automatiquement à plus de EPR? Voilà, merci. Alors, pour répondre à notre question, les Américains travaillent sur certains sites jusqu'à 80 ans. Jusqu'à 80. Donc, ils ont fait 60, et là, sur certains, il y a 2 études, j'ai regardé, ça y est, dans l'étude, pour atteindre 80 ans. En France, pourquoi on ne fait pas paquet 10 ans? Parce qu'à chaque fois, il y a une décennale. Vous changez les générateurs de vapeur, donc 40, ça a été fait. Là, on va sur 50. Il y a des dossiers qui ont été posés jusqu'à 60. Peut-être. Après, ça va dépendre des dossiers, de comment, dans quelle trace sont les centrales et tout ça. Peut-être qu'on pourra pousser encore un petit peu.
Parce que, je ne veux pas vous montrer, mais vous avez vu comment on se casse la figure, parce qu'on a été très vite pour faire le pas. Donc, quand on va très vite pour le démarrer, après, ça va très vite pour le fermer si on fixe une durée à 60 ans, 55 ans, ou tout ça. Donc, il y a certains acteurs, peut-être que le palier 900 ira à 60 ou 55, peut-être que le palier 1300 ira jusqu'à 65 et tout ça. De toute façon, ça, c'est des dossiers qui sont traités par l'ASN. Donc, EDF a déposé des dossiers, ils sont traités. Et pour répondre à une autre partie de votre question, qu'ont fait les autres? En Europe, vous regardez le nucléaire, il n'y en a plus beaucoup. Les Allemands ont arrêté, les Belges arrêtent. Vous en avez du nucléaire, vous en avez en Chine. Alors, l'autorité de sûreté chinoise n'est pas tout à fait la même que la nôtre. L'incident qu'ils ont eu en Chine là, sur le PR qu'avait fait EDF, ils ont mis un certain temps à reconnaître qu'il y avait une difficulté. EDF avait quand même annoncé qu'il y avait un petit problème quand même. Bon, après, vous en avez en Russie, mais ce n'est pas la même technologie. Vous en avez au Japon, mais ce qui est passé, ça a réduit aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup de grands pays industrialisés qui développent beaucoup, qui font des études pour prolonger à plus de 50-60 ans. Donc, pour peu que je connais, c'est plutôt des dossiers franco-français. Déjà, les dossiers pour 60 ans, c'est déposé à la SN, ils sont en train de le traiter. On attend les réponses. C'est sûr que quand vous voyez tout ça, alors j'en discutais, je ne sais plus avec qui, peut-être avec Yvon, d'abord, est-ce que la SN est plus dure chez nous qu'ailleurs? Je ne sais pas si elle est plus dure, elle est exigeante. Ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'il faut faire des dossiers, c'est qu'il y a des réacteurs à l'arrêt alors qu'on est en plein hiver, qu'on a un mec qui produit d'énergie. À contrario d'avoir une SN assez exigeante, ça permet que, vous voyez, le 15 février, le président annonce 6 réacteurs EPR. Vous avez beaucoup entendu parler, est-ce qu'il y a eu des manifestations contre le nucléaire? Ça aurait été il y a 5 ans ou 10 ans, je ne suis pas sûr que ça serait passé comme ça. Donc il y a aussi le fait que, encore une fois, il n'y a pas 50 solutions, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de pétrole. Le gaz, Russie, Algérie, Norvège, pétrole, Moyen-Orient, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait en France? On n'a pas de pétrole, on a des idées. Vous, souvent, vous allez derrière. Eh ben, c'est du nucléaire, c'est l'énergie renouvelable. Et heureusement qu'on fait 70% de l'énergie nucléaire. Qu'est-ce que ça serait actuellement? Regardez les Allemands, ils vont craquer, quoi. Ils vont craquer. Nous, le gaz, c'est 17%, la Russie. Les Allemands, 45%. Vous voyez, ils vont souffler plus que nous. On a bien fait d'avoir un parc comme ça. Maintenant, voilà, on sait ce qu'il faut faire pour pouvoir faire la jonction jusqu'à 2050. Oui, bon, merci. Qu'est-ce qui limite la production massive des mini-réacteurs XLR? Alors, on pourrait se retrouver implanté sur de nombreux sites. Oui. Alors, c'est la puissance ou le fait d'en installer? Le fait d'en installer. C'est l'acceptabilité. Alors, il y a deux choses. Alors, premièrement, les SMR, il n'y en a pas. Actuellement, c'est que pour l'armée. C'est le Charles de Gaulle, c'est le sous-marin. On n'a pas encore de production. Je crois qu'il y a des Russes qui ont dû faire ça sur une péniche ou un bateau. Et je crois qu'il y avait un au fond de l'eau. Ah ouais. Il n'y a pas un projet à côté de Brest, là, où ils voulaient en essayer un au fond de l'eau. Alors, ça a fait beaucoup de bruit, quoi, si vous voulez. Donc, les SMR, en termes de technologie, c'est pas encore développé au point d'en être partout en France. Le gros avantage, c'est que ça ne prend pas de place. En termes de réseau, 300 MW, vous en mettez un ou deux à coordonnées, la centrale fait des 2400 MW, donc le réseau déjà, on peut évacuer. Après, c'est l'accessibilité. Vous voyez bien que pour le nucléaire, qu'est-ce qu'a dit le président? Qu'est-ce qu'a dit EDF? C'est sûr, EDF, le président a dit qu'avec EDF, les nouveaux réacteurs sont sur des existants. Il y a tout le terrain, il y a tout ce qu'il faut. Essayez de mettre une centrale, je ne vais pas dire à Pogov, essayez de mettre une centrale ici au Carnet, c'est imaginez le succès que vous allez avoir. Donc ça ne pourra se faire que sur les sites existants. EDF a dit, moi j'ai le papier d'EDF, 32 pages dans son étude, et 14 réacteurs qui s'est les mettre sur les sites existants. Ils ont le foncier, ils ont tout ce qu'il faut, les sources froides, il n'y a pas de problème, ils seront prêts. Donc ça, c'est un scénario. SMR, où vous arrivez à trouver les sites où on peut les mettre, j'ai peur que ça soit un peu compliqué, où il faudra les mettre en plus sur des sites où il y a déjà du nucléaire, ce qui serait peut-être plus facile. Pourquoi? Parce que ça, c'est des trucs tout faits qui arrivent, vous pouvez les poser, entre guillemets, ça ira plus vite que de faire un autre. Je suis d'accord. Mais je pense que si ça se fait, il faudra le faire sur des sites existants. Ça, c'est ma vision personnelle. Après, je vous dis, il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Quoi. Oui. Oui, Antoine Bayard, vous avez parlé du besoin en ressources, notamment en ressources humaines, de ce que vous avez vu de l'intérieur en partant du GRDF. Vous avez constaté des véritables plans d'accélération sur
le développement des compétences, vous voyez que les enjeux sont en compte ou que ce soit côté RTE et EDF? Alors, RTE, il n'y a pas de problème de compétences parce que le réseau, qu'est-ce qu'on a, les ingénieurs qu'on a, c'est pour piloter le réseau, c'est pour faire du développement de l'ingénierie. Vous voyez, tous les parcs éoliens offshore que vous avez en France, c'est RTE qui assure le raccordement du parc en mer au réseau. Le projet de Saint-Nazaire, c'est 250 millions d'euros le raccordement. Le projet de Saint-Brieuc, c'est 280 millions d'euros. Donc ça, on l'a fait, ça s'est accéléré. RTE voit ses effectifs. On était, quand je suis parti, il y a 1 an et demi de RTE, on était à 1,5 milliard d'investissement par an. On est à 2,3, et dans le scénario 2050, on passe à 4 milliards par an. Donc, je ne sais plus, je crois que c'est l'IESF qui avait mis ça. Dans tout le domaine de l'énergie, avec les perspectives telles qu'elles existent, c'est des boulevards pour les ingénieurs. C'est-à-dire qu'il y a du boulot, de l'argent pour 50, 100 ans. Donc, pour RTE, il n'y a pas de problème. Pour EDF, pour le nucléaire, ce n'était pas tout à fait pareil. Il y a eu un creux. Le dernier, c'était Civaux qui a été mis en service. Et après, on est arrivé à Flamanville. On a eu un creux de presque 17-18 ans. Et donc, ils en ont fait un petit peu en Chine. Ils en ont fait un petit peu. Donc, ils ont gardé un petit noyau suffisant, mais pas pour faire ça. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la pub d'EDF. Et puis, moi, j'ai discuté un petit peu avec des collègues qui travaillent à EDF. Là, ils repartent à 3 000, 4 000 ingénieurs embauchés. Mais attendez, avant qu'ils aient des compétences et tout ça, il va falloir 3, 4, 5 ans. On a le temps, parce que je vous ai dit, à partir du moment où on prend la décision, 15 ans, 14 ans, 13 ans pour faire un réacteur. Donc, il y a 6 réacteurs à court terme. Donc, il va falloir quand même regretter. Et ils recrutent pas mal. Mais on a perdu en compétences. Donc, il faut retrouver ces compétences. Tous ceux, là, il y avait Hinkley Point à EDF a envoyé en Angleterre des ingénieurs pour travailler dessus. Il y avait des ingénieurs en Chine. Même si le PR de Finlande a été fait par Areva, il y avait quand même des ingénieurs d'EDF qui étaient présents. Donc, ça remonte. Et on le voit bien. Et dès que les décisions vont... Alors, il fallait que les décisions tombent. Pourquoi EDF va embaucher 5-10 000 ingénieurs par an si jamais il n'y a pas de construction, pas de parc? Ils ne vont pas le faire. Si jamais les décisions sont prises, comme ça avait été fait pour la première vague de stations de parc nucléaire, ça va recruter. EDF aura les moyens et tout ça. Il n'y a aucun souci. Et moi, je vous dis, il faut foncer dans ces métiers-là. Vous avez un avenir l'électricité, je suis en 2050 et je n'ai pas fini, je vais plus continuer jusqu'en 2100. C'est un secteur d'avenir, c'est un secteur en développement et surtout, il y a du pognon, quoi. Vous voyez, 60 milliards d'euros par an. Donc, il y aura de quoi faire. Il y a aussi le génie civil. Oui, excusez-moi. Tous les ingénieurs, non, parce qu'on parle de nucléaire, alors j'ai fait plus d'électricité que de béton, moi. Donc, mais vous avez raison, c'est tout. Des gens comme Bouygues, ou je ne sais pas, Eiffage, ou tous ces trucs, ils vont se régaler avec tout ce qu'il y a à faire en termes de génie civil et tout ça. Donc, à mon avis, c'est un secteur en plein développement, en plein d'avenir. Pour tout vous dire, je n'aurais pas à vous dire, mais mon gendre, il est rentré à Gravelines il y a 2 ans, j'ai dit, vas-y, fonce, il n'y a pas de souci, tu peux y aller, tu as du boulot jusqu'à la fin de ta vie, là. Bonjour. Bonjour. Je suis ingénieur en économie. Alors, j'ai différentes questions. Qu'est-ce qui va nous différencier de la mentalité des Allemands ou des Espagnols, par exemple, au niveau des énergies renouvelables, au niveau du solaire thermique? Il me semble que avoir vu qu'on avait un facteur de recharge de 30 à 40%. Pourquoi est-ce que c'est pas exploité par RTE? Et ensuite, au niveau de la politique électrique, comment est-ce que ça va être au niveau de l'échelle européenne? Parce que du coup, par exemple, avec l'Allemagne, la Pologne, avec beaucoup de centrales à charbon, est-ce que les véhicules électriques vont vraiment avoir une réelle efficacité et un véritable avantage par rapport à la consommation des véhicules thermiques? Alors, pour le solaire, c'est pas 40%. C'est entre 12 et 14%. Je peux vous sortir les courbes, j'ai tous les éléments. Ah, le solaire thermique, vous avez fourreux, c'est-à-dire les trucs. Il n'y a pas. Le seul, il n'y en a plus en France, ça a été arrêté, tout est abandonné. Le seul solaire, c'est les panneaux tels que vous les voyez. Et c'est un rendement de. Voilà, dites-moi qu'il y a du solaire thermique. Sur les toits, Non, c'est des panneaux photovoltaïques qui transforment la chaleur en électricité. Ah, pour faire le chauffage. Dites-moi combien ça fait, on va calculer, ça va être à 0,0, je ne sais pas combien, énergie sur toute la France. Tous les panneaux que vous voyez sur les maisons, peut-être pas dans le sud parce qu'il va faire du chauffage, c'est vrai, mais tout ce que vous voyez ici, c'est des panneaux photovoltaïques. justement en Espagne, par exemple. En Espagne, alors ça coûte plus cher. Enfin, les prix ont baissé. Les Espagnols subventionnés, comme la France d'ailleurs, quand vous. On me disait, moi je ne l'ai pas fait chez moi, mais si vous mettez un panneau solaire sur votre maison, en 7 ans, vous l'avez amorti. Vous avez un contrat sur 15 ans ou sur 20 ans,
et tout le reste, c'est du pognon qui rentre chez vous. Donc, et ça, c'était subventionné. Les Espagnols l'ont arrêté, ça s'est arrêté, il n'y a pas eu de développement. Donc, le solaire, c'est 12% thermique. Alors, après, pour l'eau chaude, on peut le faire. Bon, vous baladez, vous pouvez me dire, moi j'ai vu ça surtout dans le sud, j'en ai vu très peu par chez nous. Après, votre première question, c'était concernant la mentalité. Ah oui, alors qu'est-ce qui nous différencie des Allemands? Je ne sais pas, les Allemands sont. Je vais vous donner un exemple. Ce que je vous ai montré comme scénario sur l'éolien terrestre, les Allemands, ils sont déjà en termes de densité de bain sur un territoire. Le territoire est plus petit, ils sont déjà dans le. Donc, on serait dans la même situation en 2050 que les Allemands, tels qu'ils sont déjà en termes de densité. En France, ça ne passe pas. Alors, c'est une question de mentalité de Français, peut-être par rapport aux Allemands, sur le terrestre. Il suffit de lire les journaux, regarder tout ce qui se passe. L'acceptabilité des éoliennes terrestres est de plus en plus difficile. De plus en plus difficile. Est-ce qu'il y a eu un blocage à l'instant T ou pas de la population allemande par rapport Ah non, moi je pense que alors les Allemands sont en train de réduire aussi, parce qu'ils ont atteint une densité par contre qui est très très importante. Ils sont peut-être plus disciplinés, ils acceptent plus facilement les choses. Alors après, c'est la psychologie, je ne sais pas vous dire. Les Allemands ont les mêmes problèmes sur les réseaux. Ils ont beaucoup d'éoliens sur la partie nord, et les consommations sont au sud. Ils ont des problèmes Donc, je pense que c'est une question d'avis pour les éoliennes. Parce qu'il y a des pays qui l'ont fait, pourquoi les Français ne peuvent pas faire ce qu'on fait ici, ce qui se passe actuellement. Et la troisième question, ça portait sur quoi par rapport à alors, pour les véhicules électriques, ça va être utile, les véhicules électriques. C'est-à-dire que vous aurez sans doute, alors je parlais de la France, les autres pays, je connais moins, mais ça existe déjà, des dispositifs pour recharger vos véhicules, vous ne pouvez pas le recharger au moment où vous voudrez forcément. Peut-être qu'on vous obligera à recharger quand ça coûte trop cher, quand il y a trop d'énergie, et vous aurez des incitations tarifaires. On va vous dire si vous chargez entre minuit, ça existe déjà un peu par les AirPods, mais ça peut être encore beaucoup plus conséquent. Si vous rechargez entre minuit et 6 heures du matin, votre électricité, vous la paierez 10% que si vous la rechargez en pleine journée. Première chose, il y a des études qui ont été faites, mais ça, c'est qu'il y a la possibilité de renvoyer l'énergie qui a été stockée dans une voiture pour la renvoyer sur les maisons, qui pourrait être aussi utilisée. Bon, là, d'un point de vue industriel et que ça soit conséquent au niveau France, c'est pas tout de suite. Ce qui est le gros problème, et d'ailleurs ça a été repéré par le pouvoir public, c'est les bornes. Les bornes, il faut développer des bornes par rapport à ce qui a été dit, ce qui serait fait, on est en retard. Et le véhicule électrique se développera que s'il y a des bornes. Alors non seulement, regardez un petit peu, alors moi j'ai acheté un véhicule il y a octobre, donc 4 mois, tout électrique, il y a 420 km. Il vient de sortir le V6, je ne sais pas si vous avez vu la pub, 520 km. Vous avez Tesla, les Mercedes, plutôt des grosses bagnoles, mais ils sont à 620 km. On commence à avoir des autonomies, donc les gens vont se laisser convaincre, mais il faudra quand même le problème de la charge. Alors, je vous donne un chiffre parce que je suis sur un groupe Facebook d'utilisateurs des véhicules électriques, on a regardé les études. 87% des gens qui ont des véhicules électriques ont chargé de 87%. Il y en a 5% qui doivent recharger l'entreprise sur leur lieu de travail, et le reste, c'est sur les autoroutes, les banques, le voir et ainsi de suite. Donc les gens rechargent quand même. Alors, pour une raison, c'est plus facile, et deuxièmement, ça coûte pas cher, parce que le kilowattheure, il va être à 16 centimes du kilowattheure. Moi, quand je fais le plein, 400 km, moins de 10 euros, 9,50 €, faire 400 km en électrique. Donc ça coûte moins cher. Vous avez fait la même charge sur une borne Ionity ou sur une borne Tesla, vous allez être à 30, 35 €. Donc il y a aussi, c'est un inconvénient, c'est qu'il faut mettre des installations électriques. Moi, je recharge sur une piste comme ça. Dès que je suis en dessous de 50%, je le fais parce que si je veux faire une charge complète, j'en ai pour 24 heures. Mais bon, on arrive à se débrouiller. Alors, si vous voulez faire des longs trajets, vous utilisez les bornes. Alors, je l'ai fait qu'une fois. J'ai une borne quand j'étais, je pars mon temps à Graville. Vous faites une recharge entre les deux. Ça marche. Donc, il va falloir développer ces bornes. Alors, vous parlez, c'est vrai qu'actuellement, les Allemands, ils ont encore du charbon et du gaz. Je ne sais pas si vous avez vu, ils voulaient retarder d'un an la fermeture de leur centrale nucléaire à cause du problème avec l'Ukraine. Il va falloir aussi qu'ils trouvent des solutions, quoi. Alors, je ne pense pas qu'ils reviendront sur le nucléaire. Nous, on a la chance en France d'avoir pu le garder. Les Allemands l'ont abandonné, ils n'y reviendront plus. Les Belges l'ont abandonné, ils n'y reviendront plus. Les Anglais l'ont gardé, un volume un peu moins important. C'est les Espagnols, ils l'ont arrêté. En Europe, c'est à peu près tout ce que je peux voir. Donc, est-ce qu'ils auront les moyens de se développer?
peut-être avec des énergies renouvelables et des moyens de flexibilité. Ça va jouer beaucoup. On parlait des ingénieurs, des métiers d'ingénieurs, tout ce qui va être comment dire, l'électronique, le pilotage, tous ces machins, les systèmes experts, l'intelligence artificielle, pour mettre tout ça là-dedans, comment on peut piloter tout ça, pour dire comment on peut faire avec, quand on a beaucoup d'énergie renouvelable et des besoins comme ça c'est des métiers d'avenir également. Bonjour Laurent Debon, Arts et Métiers. J'ai deux questions. La première, c'est, vous avez expliqué tout ça, il faut prendre des décisions très vite. Est-ce que le discours du président de la République est le point de départ? Est-ce qu'il y a des rétro-planning sur ces décisions, sur ces dates de prise de décision? Parce que pour l'instant, en fait, les gens très loin doivent prendre des décisions. Exact. Les aussi très loin à réaliser d'ailleurs. Mais quel est le planning de ces décisions? Alors, est-ce qu'il y a un planning de décision? Parce que si on veut être prêt en 2050 et expliquer que ça va être le chou, tout ça, c'est à supposer qu'on ait déjà pris la décision fin 2021. Alors, ma deuxième question, ça porte sur tout ce qui a été pris en compte dans les hypothèses de cette étude. On n'a pas pris en compte la partie défense. Défense, sécurité nationale. Sur quel aspect? Eh bien, je pense que bousiller 14 centrales nucléaires, c'est plus facile que bousiller 500 CNR. Alors, ok. Je vais répondre à la première question. Bon, le président, je ne sais pas quel sera le président. Donc, c'est celui qui sera élu qui prend la décision. Si on prend l'hypothèse, que comme c'est lui qui l'a dit qu'il est élu, les décisions vont tomber très vite parce qu'il a au courant d'études les services, alors que ce soit le ministère de l'écologie et tout ça, tout le monde sait tout ça qu'il va falloir prendre des décisions. Donc les 6 EPR, d'ailleurs, EDF a déjà anticipé. Il y a des chefs de projet qui ont été nommés sur Panly, Gravelines et Tricastin pour accueillir les nouveaux EPR, les 6 EPR qui ont été évoqués. La machine se met en marche. Bon, ça prendra du temps, on est toujours lent à se mettre en route. Donc le planning, au moins pour les 3 premières paires de tranches qui seront mises en service en 2035, ça sera pris 2022-2023, les décisions. Pour le reste, c'est plus compliqué parce que pour l'éolien offshore, là, c'est des appels d'offres. Pour le nucléaire, c'est EDF. Il n'y a pas trop d'idées, il n'y a qu'un seul opérateur nucléaire en France, c'est public, on ne discute pas. Pour l'offshore, non. Offshore, celui de Saint-Nazaire, c'est EDF, celui de Yeux-Noirmoutier, c'est Engie, celui de Saint-Brieuc, c'est Iberdrola, c'est l'espagnol. Vous avez des fonds américains qui sont aussi sur le parc en Normandie. Donc là, il faut lancer les appels d'offres, tout ça. Bon, il faut. Enfin, je n'aurai pas le temps, mais on a la carte des vents, on sait où il faut lancer les appels d'offres, les localiser. On peut faire. Il faudra prendre les décisions au moment venu. Bon, pour l'instant, il faudrait déjà qu'on mette en service ceux qui sont en construction depuis maintenant un certain temps. Concernant donc, ce qui a été pris comme décision, c'est jusqu'en 2035. Ça, c'est fait. Au-delà, il y aura peut-être d'autres études, il y aura peut-être des débats. Mais de toute façon, si on retient les objectifs, vous êtes forcément dans un des 6 scénarios. Sinon, vous n'avez pas l'objectif zéro carbone 2050. Ça, c'est sûr. Sur l'aspect défense, alors ça, c'était une critique des contributions de Greenpeace, de sortir du nucléaire, enfin, toutes les associations anti-nucléaires, de dire vous ne mesurez pas le risque si jamais, alors il y en a un cas, un avion qui se crache, j'en sais rien. Oui, c'est-à-dire que la probabilité est très faible, mais si ça arrive, les dégâts vont être considérables. Donc, oui, ça a été pris en compte. Alors, il faut savoir que quand vous prenez l'EPR, par exemple, il est encore plus sûr que ce qui était les nouveaux EPR, encore plus sûr que l'EPR, qui est encore plus sûr. Les doubles enveloppes, les sont pression négative, c'est-à-dire que s'il y a de fuite, ça rentre à l'intérieur et ça part par l'extérieur. On a pris des dispositions. Suite de Fukushima, tout ce qui est inondation et tout ça, on a mis. Et ce qui s'est passé à Fukushima, c'est que les pompes se sont arrêtées. Parce que les groupes électrogènes qui devaient servir à fournir, ils ont été noyés. Maintenant, EDF a été obligé de mettre à plusieurs kilomètres des groupes électrogènes, des surélevés, tout ça, pour être sûr d'avoir toujours du courant, même s'il y avait une inondation. C'était qu'à Blaye. Blaye était sur la Gironde, très très embêté, ils ont dû faire des très gros travaux. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises. Alors, là, c'était catastrophe naturelle. D'un point de vue défense, c'est limité. Il n'y a que 20 sites nucléaires en France, donc ils sont protégés. Vous voyez bien que dès qu'il y a des drones qui passent ou des gens qui essaient de rentrer,
ils sont tout de suite interceptés par les gendarmes. Bon, et puis après, bah, c'est pas parce qu'on montait sur le toit d'un réacteur nucléaire qu'ils allaient faire sauter, hein, c'est pas vrai ça. Donc, il y a un risque, je ne peux pas vous le cacher, et ça a été mis en avant. Maintenant, on vit avec ça depuis 40 ou 45 ans. Et après, encore une fois, quelles sont les solutions techniques, quelles sont les solutions économiques, quelles sont les solutions acceptables d'un point de vue environnemental? Voilà, c'est ce que j'essaie de vous présenter ce soir. Vous avez une question? Bonjour, Michel Marais, ça va parler. Bonjour, M. Chenay. Bonjour. Le spectre des scénarios là, que vous avez présenté, c'est un truc qui est très ouvert. C'est très intéressant d'avoir un tel spectre. Et alors, la contrepartie ou la difficulté, ça va être de choisir. Bien mis en évidence, pour chacun des scénarios, bien mis en évidence les avantages et puis les inconvénients, les coûts. Alors, dans ma question, c'est comment le président il a fait pour sortir des gens il n'y a pas longtemps. Première proposition, c'est une question naïve. Hein, je vais vous donner ma vision, je ne suis pas sûr que ce soit la sienne. Mais... Et puis la deuxième question, c'est quel chemin pour l'acceptabilité de là où on va aller finalement? Est-ce que tu as des éléments? Alors, pour répondre, si vous n'êtes pas militant d'une cause nucléaire ou anti-nucléaire, si vous n'êtes pas militant contre les éoliennes, si vous n'êtes pas militant, vous regardez, comme vous avez tous les éléments, le scénario qu'il a choisi, c'est celui du milieu, du moindre mal. C'est celui qui n'est pas le plus cher, c'est celui qu'on sait faire, c'est celui en termes d'acceptabilité, on peut un peu moins d'éoliennes terrestres, on en met un peu plus en mer. Il a choisi un milieu, puis 100%. Alors, pourquoi le 100% de l'énergie? C'était une exigence de tous les contributeurs. Faites-moi un scénario 100%. L'ADEME l'avait fait il y a 12 ans, 100% de l'énergie en 2050. Par contre, on n'a pas pu aller plus loin que 50% du nucléaire parce qu'on ne sait pas faire. Donc, ça ne sert à rien de faire un scénario à 80 ou 100%. On ne sait pas faire. 14 réacteurs nucléaires fusés, ça amène à 50. Donc, on est entre 50 et 100. Et donc, les scénarios qui vous ont été présentés, c'est en mettant un peu plus ou un peu moins de l'énergie, un peu plus de nucléaire. Donc, le scénario qu'il a choisi, c'est un scénario intermédiaire qui paraît faisable, avec moins de difficultés que les scénarios extrêmes, qui sort, quand vous regardez les coûts, c'est les scénarios. Le scénario, il est entre deux scénarios, d'après ce que j'ai compris, qui est le moins cher en termes de coûts. Comme il met un peu moins d'éoliennes terrestres, il dit que c'est un peu plus acceptable. Donc, il a pris le chemin un peu escarpé qui paraît le plus de bon sens. Je vous dis bien, si on n'est pas militant, parce qu'on peut dire plus de nucléaire en 2050 terminé, ou je ne veux pas d'éoliennes en plus, ça suffit, on en a trop. Donc, il a pris ce chemin-là. Bon, enfin, moi, j'ai des copains qui ont travaillé sur le sujet, qui ont été présenté ça au gouvernement. Alors, je ne pense pas à Macron directement, mais plutôt à ses conseillers, tout ça. Ça a duré 2 mois, les questions et sortir et pour pouvoir avoir. Et lui, il a pris, il dit ben voilà, le chemin qui paraît alors je ne vais pas dire le plus facile, le moins difficile, et qui répondrait à ces objectifs. La deuxième question, c'est quoi, Patrick? L'acceptabilité. Alors, l'acceptabilité. Quel chemin pour l'acceptabilité? On est en France, là. On est en France. Eh ben, la question qu'il faut se poser, une fois que tu dis qu'il faut 635 TWh d'électricité en 2050, comment tu le fais? Si tu dis que tu ne veux pas de nucléaire, si tu ne veux plus d'éoliennes, tu ne veux plus de solaire, tu ne veux plus de parc, on s'éclaire à la bougie et on ne fait plus rien. Ça, c'est le premier sujet. Donc, il faudra faire quelque chose. La sobriété, ceux qui disent qu'il faut encore faire plus d'économies, c'est là tous les produits transformés terminés, plus de logements collectifs. Les gens ne sont pas prêts à accepter ça. Donc, l'acceptabilité, alors, comment dire, ce qu'on a vu quand même, et la crise ukrainienne est venue rajouter, mais on avait déjà vu en fin d'année dernière les prix du gaz et les prix du pétrole. Et les gens commençaient déjà à aller pour tout ce qui est l'essence à la pompe, les factures pour chauffer au gaz et tout ça. Donc, on sent bien que, et puis on est dépendant, ça c'est la crise ukrainienne qui l'a montré. Donc maintenant, de dire, allez, il faut qu'on soit indépendant, il avait déjà dit en 2000, je ne sais plus combien, 2000, discours sur l'Europe, alors ce n'était pas que sur l'énergie, il y avait aussi sur la défense et autre chose, mais il avait déjà dit, il faut essayer d'être indépendant, pas dépendre d'autres pays. Ce qui est proposé là, c'est d'être indépendant, pas dépendre d'autres, on fait tout en France, tout est localisé en France. Et donc, à l'extrême limite, on est capable aussi, je ne vous l'ai pas dit, dans les scénarios, on est capable d'exporter. Il y a un scénario où je pense qu'on arrive, je crois, sans dire de bêtises, on est à 4 milliards d'euros de bénéfices
un bénéfice de chiffre d'affaires, j'allais dire, de vente d'électricité à l'étranger, parce qu'on aura beaucoup de liens et tout ça. Donc, il y a aussi l'aspect. Et puis après, je ne sais plus qui s'est posé la question tout à l'heure, les centrales nucléaires, c'est fabriqué en France. Et vous voyez que c'est Intel qui va faire le béton. Vous avez vu que EDF a racheté les turbines, il a récupéré les turbines qui avaient filé à Alstom, à General Electric, c'est fabriqué en France. Les éoliennes, les pales sont fabriquées à Cherbourg, les mâts et les nacelles sont fabriqués à Saint-Nazaire. Tout ça, c'est de l'industrie, c'est des emplois, c'est une économie qui est faite en France. Que le gaz et le pétrole que vous achetez, ça vient par bateau, ça vient par tuyau, il n'y a rien du tout. Donc c'est ça, en termes d'acceptabilité, c'est de dire cette indépendance. Bon, en plus, vu tout ce qui se passe, je ne dis pas que ça passe comme une lettre à la poste, mais c'est plus facilement entendable maintenant. Le jour où ça ira mieux, on va dire, attends, les éoliennes, c'est bien, mais chez mon voisin, pas chez moi, parce que moi, je n'en veux pas. Les solaires, j'en veux pas. Le nucléaire, on a déjà bon, voilà. Ce qui est fort dans cette étude et les décisions qui sont prises, c'est que après, vous posez des questions aux gens. Le réchauffement climatique, oui. Est-ce qu'il faut faire des choses, réduire les rejets de CO2? Oui. Bon, ok, on est tous d'accord, il faut faire ça. Maintenant, comment on fait? Voilà le chemin qu'il faut faire. Donc, si on est d'accord pour dire qu'il faut moins de rejets, il faut moins d'avoir d'augmentation de température, moins d'avoir des règlements climatiques, il n'y a pas 36 solutions, c'est celle-là. Alors, c'est vrai que ça va sur des nœuds au cerveau, il y aura des batailles et tout ça, mais il n'y a pas 50 000 possibilités. C'est pour ça que les enjeux sont très importants et c'est bien qu'il y ait eu ce débat. Et on a 30 ans, là, pour ça, je disais, dans les 30 prochaines années, il y a de quoi faire. Quoi. Il y a des questions. Ah, pardon, Une dernière question posée en ligne. Est-ce qu'il y aura assez de prises sur... Est-ce qu'il y aura assez de prises sur Terre pour une électrification aussi massive de nos sociétés? Est-ce qu'il y aura assez de cuivre sur Terre pour et plus globalement sur tous les matériaux et les rares nécessaires? Alors, je vous ai vu, on aura ça jusqu'en 2050, ça passe, au moins. Au-delà de 2050, en fait, regardez, je ne sais pas si vous avez vu sur les... Alors, ça ne répond pas directement au cuivre, mais sur les batteries. On arrive à faire des batteries maintenant sans lithium, alors que le lithium était aussi une matière rare. Sur le cuivre, bon, il faut regarder, peut-être qu'on va limiter l'utilisation du cuivre pour ne pas tirer trop sur les stocks dans le futur. Mais au moins jusqu'en 2050, ça passe. Au-delà de 2050, bon, là, on a bien vu que c'était un danger. Pourquoi croyez-vous que les Chinois ils rachètent tout ce qui se passe en Afrique et tout ça? C'est les matières premières, les métaux rares quoi, qui sont, parce que ça risque dans les 30 ou 50 prochaines années d'être un peu les besoins pour pouvoir répondre à toute cette évolution énergétique. Bon, on va arrêter là si vous voulez bien. Merci Didier. Et puis. Merci, au revoir.